Salut tout le monde, de retour pour mon podcast. J'ai pris une petite pause, vous avez sûrement remarqué, j'ai pris une petite pause, j'ai pris des vacances, j'avais besoin de vacances, gang. En fait aussi, c'est que ça fonctionnait pas dans l'horaire, là, quand tu prends des vacances, puis tout ça, j'ai essayé de pas prendre de pause, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et pendant que j'ai pris une pause, pendant que je livrais pas de matériel, j'ai eu beaucoup de nouveaux Patreons. Ce qui est un peu insultant. Fait que dans le fond, quand je ferme ma gueule, c'est là que les gens me supportent. C'est assez étrange, mais merci aux nouveaux abonnés Patreon. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner au Patreon, je dis Patreon, j'ai ça dire Patreon, Patreon. Je vais le dire en anglais, ça me gosse un peu, Patreon. Si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est toujours disponible. Le lien va être en dessous. Si vous voulez supporter ce podcast-là, c'est toujours extrêmement apprécié. Et je suis toujours en tournée avec mon spectacle du cœur au ventre. Le 22 février, je suis à Québec. Allez checker ça, les gens de Québec. Et en mars, je me rappelle plus de la date en mars, mais je suis au Club Soda. Checkez ça, ça va être un gros show. Je pense que ça va être la dernière fois que je vais jouer à Montréal avec ce spectacle-là. Club Soda en mars. Je vais mettre les dates. Là. Je ne suis pas obligé de le savoir par cœur. Je ne suis pas préparé dans cette affaire-là. Je suis n'importe quoi. Retour de vacances. Hein, on est un peu lousse. Cette semaine, je reçois Stéphane Larouche, l'entraîneur mythique de boxe. Un entraîneur qui a entraîné tous les plus grands boxeurs de l'histoire du Québec. Ben, pas tous, là, mais je veux dire, en ce moment, il entraîne Jean-Pascal. On va en parler beaucoup. Il a entraîné Luciane Boutet, Léonard Dorine, Éric Lucas, Stéphane Ouellette. On va jaser tout ça. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup d'anecdotes et qui a contribué à bâtir la boxe au Québec. Et pour ceux qui suivent le podcast, vous savez que j'aime beaucoup les arts martiaux mixtes, j'aime beaucoup la boxe, je connais ça beaucoup, donc ça va peut-être être un peu niché des fois, mais il y a vraiment des très bonnes anecdotes pour ceux qui aiment la boxe et même ceux qui n'aiment pas la boxe. Je pense que c'est un podcast à ne pas manquer. Donc on s'en va écouter Stéphane Larouche. Let's go! Stéphane Larouche, merci d'être là. Merci d'accepter l'invitation de venir à mon podcast. C'est un honneur. Ben écoute, je suis content. Je vais t'avouer, là, je connais pas ça. Écoute, suis-moi, ça va bien aller. J'ai des questions. C'est ça. Nous aussi, dans le monde du sport, on a des fans au niveau de l'humour, puis t'en es un. Ah ouais, tant mieux. Écoute, moi, j'ai toujours senti une certaine connivence avec les gens de la boxe. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une particularité, une similarité avec la scène, là, d'affronter un public. Sûrement, parce que les gens probablement voient pas ça, mais nous, dans le monde du sport, lorsqu'on voit quelqu'un qui monte sur un stage comme toi devant 500, 1000, 1500 personnes, c'est une performance. Là. Ouais. Faut que tu sois prêt. Puis... C'est très intérieur aussi. C'est un combat contre toi-même plus qu'autre chose. Puis j'ai l'impression qu'en boxe, j'ai jamais fait de combat de boxe, mais j'ai l'impression que c'est comme tu te bats plus contre toi-même que contre ton adversaire. C'est sûr que il faut que tu y vas selon ton adversaire, là, mais ça se passe à l'intérieur. Là, j'imagine c'est très mental. Là. Ah, vraiment. Puis il y en a probablement qui l'ont plus facilement que d'autres, justement, à l'intérieur. Puis il y en a qui le vivent mieux. Il y en a qui le font pour tout de suite les bonnes raisons. Il y en a qui sont heureux dans ça. Ouais. Il y en a qui sont plus stressés. Puis évidemment, l'athlète idéal, c'est lui qui trouve la recette parfaite. Ouais. Moi, ça me fascine, ça, la mentalité fighter. Là, comme quelqu'un qui aime ça, se battre, puis qui est bien dans ce stress-là. Là. Je sais pas si ça existe pour vrai. Je sais pas si c'est des légendes qu'on nous conte, là, mais... Moi, j'admire ça aussi parce que moi, je l'ai pas dans moi non plus. Moi, quand je boxais, je me souviens, je me disais, j'espère que mon gars sera pas trop prêt à soir. J'espère que ça va bien aller. Mais tu sais, je pensais plus aux résultats. J'avais peur de perdre, ce qui était très mauvais, de penser à ça. Puis je me rappelle, Luciane Boutet se battait contre Andrade à Québec. Puis on rentrait avec la limousine dans le stationnement. Puis ça paraissait pas vraiment que c'était une espèce de SUV. Puis les gens marchaient vers le Colisée. Puis je disais, Luciane, qu'est-ce que ça te fait de voir tout ce monde-là qui vont te voir? Ça fait quoi, là? Il marche pour toi, ce monde-là? Ah, il dit, ça me donne de l'adrénaline parce qu'il dit, gars, asseoir, là. Il contractait ses bras dans l'auto. Il dit, asseoir, là. Je me mets, asseoir, là, je le sais que je vais le knocker. Je le sens. Puis ça, je m'étais dit, waouh, t'as besoin de ça. C'est un guerrier. Le gars, il est prêt pour aller à la guerre. Puis maintenant, je travaille avec Jean-Pascal, puis je ressens le même genre de patente. Jean, c'est incroyable, je trouve. Ça me fascine, ça. Je veux dire, c'est tout un guerrier. Là, c'est né pour se battre. Né pour se battre, né pour la confrontation, né pour le débat. Tout ce qui est challengeant pour lui, ça l'excite. Il mange du défi.
Vraiment, Ben vraiment. d'ailleurs, félicitations pour cette victoire-là, le 28. beaucoup. Je me demandais comment on se sent en tant qu'entraîneur. C'est probablement un candidat des combats de l'année. Là. Moi, j'ai écouté ça, j'étais sur le bout de ma chaise tout le long. Je trouvais ça absolument incroyable. C'est un combat en 2 parties. Là. Première partie complètement à jean, dernière partie plus difficile, manque de gaz un peu. Toi, comment tu vis ça en tant que coach? Là, tout va bien, à un moment donné, la vapeur tourne. J'imagine que tu tombes sur le plan B, C, D. Comment tu as vécu ça, ce combat-là, ce soir-là? C'était long. C'était long, ouais. Puis, tu sais, ça peut paraître banal, mais on n'est pas vraiment capable. Moi, je suis pas capable de compter les rounds. Je peux te dire le 1, 2, 3, mais 5 à 8, là, on vient tout mélanger. Ah ouais? Ah oui, tantôt c'était-tu 6, j'ai-tu demandé? Puis j'ai mon gars de coin qui est avec moi, Pierre Bouchard. J'ai dit, Pierre, on est rendu à quel round? Il me regarde et dit 6. Je dis, quoi? T'es sûr? Check comme faut, ça se peut comme pas. Puis c'était bien le 6e round, mais tu sais, ça a été long. Ça a partir du 6e, ça a très, été plus très long. Ouais. Puis il a fallu faire des micros-ajustements. On a eu de la misère. Badou Jack, on le connaît, il est reconnu pour ça. Il est reconnu pour commencer en force. Mais c'est une des raisons pour laquelle il fallait qu'on commence le combat d'une bonne façon. Parce qu'il ne fallait pas lui donner des parties de combat qui d'habitude ne gagnent pas. Il fallait les gagner, cette partie. Ouais. Mais en tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais vu Jean-Pascal. La première partie du combat, c'était comme le Jean mi-vingtaine. Ouais. Il était rapide autour du jab, bougeait beaucoup, vif comme un chat. C'était magnifique à voir. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une perte d'énergie? Non, moi, je dirais excès de confiance. Excès de confiance. Il a essayé de le knocker. Il a essayé de le knocker, oui. Après qu'on l'a envoyé à terre, si on regarde le début du 5e, ça n'a pas bien été. On s'est replacé à la mi-5e, puis on a fini fort le 5e. On était en train de perdre le 5e aussi. Puis après ça, on s'est dégradé un peu. Là, il a débarqué de son combat, puis on a tenté de le ramener du mieux qu'on pouvait. L'énergie baissait aussi. Il était stressé. Puis, il faut l'admettre, quand tu es un guerrier comme lui, tu fais des promesses, ben, tu as plus de pression, il faut que tu deals avec. Ouais. Puis c'est un gars qui s'en met beaucoup sur les épaules, énormément. Il voulait le knocker, il voulait que ce soit spectaculaire. Il voulait un statement, il voulait montrer qu'il était dans une ligue à part. Ouais. Puis il a presque réussi, mais ça a été difficile jusqu'à la fin. Laborieux, là. Ce qui est, Jean, quand il swing, par exemple. Ça a l'air, ça dépense d'énergie quand même. Hein? Oui, vraiment. Par contre, c'est ce genre de coup-là, quand même, qui nous ont ramenés sur la map avec Marcus Brown. C'est vrai. C'est des coups de poing, des coups de circuit qui ont frappé direct sur la cible, puis qui font un revirement de combat total. Ouais. Tu pratiquais à l'entraînement ces coups-là? C'est-tu quelque chose que... Tu sais, parce que Jean, c'est un style très wild, puis il s'est fait critiquer pour ça, mais moi, je trouve que c'est sa force. Il est imprévisible, ce gars-là. Là. Tu sais qui est le plus dur de se battre contre Jean-Pascal, c'est se préparer pour lui. Ah ouais? C'est une boîte à surprise. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a réalisé que quand il met ce qu'on appelle mettre les coudes derrière tes coups de poing, ça, c'est un grand coup. Mais ça, c'est un coup qui est normal. Puis quand tu as le coude en arrière, ça fait beaucoup plus mal. Puis tu regarderas les coups, genre, il y a comme le coude semi-plié. Ça fait pas mal. Puis ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais lui, il fait mal. Puis Jean a réalisé ça, il fait mal. Quand il utilise, puis il fait juste faire tourner son corps naturellement. Il est tellement puissant. Il y a tellement de vélocité dans ce corps-là que s'il l'utilise au bon moment, juste au bon timing, c'est terrible. C'est une puissance. Puis avec le temps, il est devenu un homme vrai. Il est fort physiquement. Puis quand il contracte, il est dur. Là. Quand il ferme son avant-bras et son biceps, ça devient un morceau de métal. Si tu fais tourner le métal, ça fait mal. Ouais. J'avais fait une émission à un moment donné, puis il m'avait fait une espèce de petite surprise, une espèce de faux sparring avec Jean-Pascal, puis juste la stature de cet homme-là, là, comment il est fait, là. Tu sais, j'ai donné des coups, genre, juste pour jouer, là, en limite, mais c'est rough, là. Il est fait solide. Mais tu dis quelque chose d'important, parce que dans une de ses grandes forces, c'est quand il se met sur le mode agressif, il est intimidant. Ouais, j'imagine. À l'entraînement, on le voit tout le temps, il est smooth dans le ring, il fait du sparring, il se fait dominer, il domine un peu. Puis à un moment donné, il décide qu'il va par en avant, là. Puis là, il y a une transformation. Là. Celui qui est devant lui, il fait comme « Oh, il se passe de quoi? » Quand il fait ça, genre, il est extrêmement intimidant. Puis physiquement, évidemment, juste de le regarder, tu te dis, il n'a pas oublié de s'entraîner. Physiquement, puis dans ce combat-là, contre Badou Jack, il y avait de la gang de Mayweather assis derrière nous. Ouais. Juste dans notre coin. Qui essaie d'influencer un peu. Il criait des choses un peu désagréables. Là. C'était pas beau. Puis il disait, gars, amuse-toi avec ces gars-là. On dit que c'est pas avec des muscles qu'on gagne des combats. On dit qu'être musclé dans le boxe, ça donne rien. Ouais.
sais, puis quand il l'a envoyé ses fesses... Ça s'est calmé un petit peu. Non, mais moi, je les ai regardés, on m'a dit, puis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce muscle-là? À ce moment-là, est-ce que tu te disais comme « Ah, je pense qu'on le tient, tu sais, je pense qu'on peut le knocker » ou tu étais prudent, tu étais comme « Non, non, c'est déséquilibre, c'est sur la tempe, fait qu'il faut faire attention. » En début de combat, on le trouvait très, très fragile, Badou Jack. Tu sais, aussitôt qu'on le touchait, au moins 3 fois qu'on a senti qu'il se ressaisissait après un coup qui n'était pas super puissant, là. Fait qu'on a vu beaucoup, beaucoup de possibilités de lui faire mal. On le voyait, puis ça s'est répété même durant le combat. Mais si on se rebat avec lui, je suis convaincu qu'on peut faire mieux parce qu'il n'aime pas se faire frapper du tout, Badou Jack. Puis nous, on l'a vu dans le coin. Là. Mais il est quand même résistant en même temps. On dirait une espèce de locomotive là, qui va super lentement, mais tranquillement, prend un petit peu plus de vapeur, puis à la fin, comme... Mais c'est sa marque de commerce. Si tu regardes ses combats en général, d'un combat à l'autre, ses statistiques sont sensiblement pareilles. Peut-être moins dans son combat contre Brown parce qu'il y a eu une coupure qui était grave. Fait que les statistiques, ce sont... oui, méchante coupure. Ouais, allez voir ça sur YouTube. La plus grosse coupure de l'histoire de la boxe. Comme fendu, il y a encore une grosse l'accident de voiture. Incroyable. Dans ce combat-là, les statistiques ne sont pas selon les normes ou ce qui nous a habitués, mais c'est un gars qui gagne, qui donne à peu près 15 coups dans le premier round. Peut-être 12, 15, 20... Puis après ça, 30, 35, 40. Puis il va cruiser souvent dans la mi-combat à 70, 80, 90. Ouais. Puis là, c'est un tempo qui est très élevé pour un mi-lourd. Quand tu rentres, tu montes en haut de 50, 60 pour un mi-lourd, c'est énorme. Puis qui se ramasse avec des coups de poing de 700, 800, 900. Puis des fois, il approche le 1000, ce qui est beaucoup. Là. On va être habitué à des 500, 600. Ça, c'est standard. Ouais. Fait qu'à partir du moment que s'il te frappe plus que toi, ben, il est comme sûr de gagner. Ouais. Puis il cogne pas dur, puis il est bon quand il est main fluide. Badou Jack, on l'a vu dans ce combat-là, lorsqu'il laisse aller des combinaisons, il est très, très bon. C'est pas un cogneur, il fait pas mal. Fancy, puis il faut que tu restes concentré tout le temps, parce qu'à un moment donné, il trouve son tempo. Puis quand il l'a trouvé, là, il dérange. Il dérange beaucoup, puis il est bon en courte distance, où peu de boxeurs le sont. Donc, c'est un candidat qui est quand même un peu complexe dans un ring. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, qu'au début, tu sais, des 15 coups par round, puis tout ça, ça a été le problème de Badou Jack, je pense. Là. Il a l'impression de se faire voler toutes les décisions, mais c'est un petit peu son problème à lui. D'ailleurs, une controverse sur la décision avec Jean-Pascal. Moi, j'avais Jean-Pascal gagnant, là, mais bon. Ben, moi, on n'en parle pas trop parce que c'est sûr qu'on va se rebattre avec lui. Ah ouais? Mais tu sais, ouais, c'est certain. Écoute, tout le monde veut ça, là, un combat de même. Oui, c'est incroyable. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Les juges au Québec ont vraiment peur de faire des cadeaux aux boxeurs québécois. C'est vrai. Ce combat-là, on ne l'aurait jamais gagné au Québec. Mais t'amènes un bon point. Jamais. Aux États-Unis, c'est pas des juges du Québec, des juges américains, dans un show de Floyd, avec un boxeur de Floyd, sur le réseau de télévision Floyd. Ouais. Donc, la victoire, on va la prendre. Ben exactement, écoute. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que moi, je suivais le combat, puis je regardais sur Twitter en même temps, puis tout le monde disait que Jean-Pascal, il perd ça, puis tout ça, mais c'était tous des journalistes, puis des gens du Québec. Puis là, après ça, je suis comme, ben voyons, il me semble qu'on voit pas la même affaire, que je vais aller voir aux États-Unis, puis tout ça. Non, les gens voyaient Jean-Pascal gagnant, fait qu'on est très, on est très rough, là. On veut être sûr de pas donner des Québec, cadeaux. c'est la performance, le succès du Québécois n'est pas vu de la même façon, moi je trouve. Ouais. Tu sais, quand Céline Dion a des problèmes, on dirait que les gens disent finalement, elle n'est pas si bonne que ça. Ouais. Ça, c'est typiquement québécois. Ouais, on est capable de switcher de bord assez rapidement. Vraiment. Puis, dans le cas de ce combat-là, nous, dans le coin, on est dur. On ne veut pas prendre les rondes qu'on pense qu'on n'a pas dans le coin. Moi, Pierre Bouchard, qui est avec moi, est un excellent juge. Il est très calme, il est très posé. Il analyse bien la situation. Il va me dire des petits in au niveau stratégique, au niveau technique. Mais tu sais, des fois, moi, je ne vois pas l'angle du coup de poing. Est-ce qu'il nous a touché? Non. Est-ce qu'il nous a touché? Oui. On l'a pris solide. Tu sais, on se parle beaucoup de même durant le combat. Puis après le combat, tu sais, lui est convaincu qu'on a gagné les 5 premiers. Ouais. On a une chute au plan. Badou Jack a une chute, donc on a 6 points. Ouais. Fait qu'il faut qu'on gagne seulement un des derniers rounds. Puis on pensait en avoir gagné 2 dans les 6 derniers. Ça fait que nous, on s'est dit dans le coin, c'est nul ou on gagne. Ouais. On peut pas perdre. Ouais. Puis c'est comme ça que ça s'est scoré. D'ailleurs, le juge qui nous l'a pas donné, Julie Lederman, est habituellement extrêmement généreuse avec les boxeurs québécois lorsqu'elle est au Québec. Je savais pas que... Ouais, elle est en général, quand tu regarderas dans l'histoire de la boxe, là, des combats de Jean-Pascal au Québec, elle est souvent, moi je l'avais vu dans les combats d'Éric Lucas, puis je m'étais dit, oh boy, elle
Elle déteste pas la boxe québécoise. Ouais. Puis c'est finalement celle qui nous l'a pas donné. Ah ouais, OK. La chute au plancher de Jean, toi, qu'est-ce que t'en penses? Jean trouvait que c'était pas une vraie chute, mais après ça, moi, j'étais plus ou moins d'accord avec lui. Après ça, j'ai regardé la reprise, puis effectivement, c'est qu'il swing puis il perd l'équilibre. Mais on s'est fait faire mal un peu avant ça. Ouais. Mais on était en train de récupérer. Puis malheureusement, il y a ce coup de poing-là qui a voulu dévisser le plancher. Ouais, mais il s'est pas fait toucher en tombant. Juste... Non. En fait, on se fait toucher un peu avant, on frappe, on tombe dans le câble. Puis s'il avait été ébranlé, moi, je pense qu'il aurait tombé par terre. Mais le gars, il est tellement solide, là, il a rebondi, je sais pas si tu regardes le replay, il a rebondi dans le câble, boum, il se relève. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là? Calmez-vous, je suis là, moi. Il joue le jeu tout de suite. Ben oui, je suis prêt. Donc, mais dans le coin, moi, je l'ai pas vu aussi clairement que ça. Dans le coin, moi, c'est comme, oh, on est dans le trouble. Ah ouais, toi, t'étais-tu genre avec ta serviette un peu? Ou je commençais, au milieu du round, j'y pensais. Je voulais pas qu'il arrive de quoi. Tu veux jamais le mauvais coup de ce temps-ci, tu veux pas ça. Puis la boxe de ce temps-ci, elle laisse gros des traces de même. Mais quand tu es rendu à 37 ans, la personne qui va faire boxer un gars de 37 ans qui va prendre un mauvais coup de trop, mais c'est clair qu'on va blâmer tout l'environnement qui est entoure du boxeur. Puis on en est bien conscient. Puis je le dis à tous mes boxeurs, mais c'est encore... Jean, ce qu'il fait, en fait, il repousse. Si, exemple, un boxeur, c'est le début de ta carrière, elle est ici, là, ça, c'est la fin de ta carrière. Selon le nombre de coups que tu vas prendre, on va rapprocher cette ligne-là. Si tu prends moins de coups, on peut l'éloigner de la ligne. Donc, Jean, chaque coup qu'il ne prend pas à l'entraînement, on éloigne la ligne. Ah ouais. Fait que c'est un peu ça. Puis chaque coup que tu ne prends pas dans un combat, tu éloignes cette ligne-là. Ah ouais, c'est aussi minutieux que ça, votre affaire. Il faut que ce soit ça. Mais tant mieux. Il y a une phrase qu'Arturo Gatti a dit vers la fin de sa carrière. Puis ce gars-là, il a goûté beaucoup à la boxe. Puis la boxe, ça a laissé beaucoup de traces sur lui. Ça, il a peut-être à quelque part donné des grandes choses. Mais il a dit une phrase qui, moi, ça m'avait marqué, c'est « La boxe n'a pas d'amis ». Peu importe que tu connaisses ce sport-là, que tu connais tout dans ça, là, la boxe, en bout de ligne, elle va t'enlever ta vie si tu ne respectes pas ce sport-là. Ouais. Si tu ne respectes pas les coups à la tête, si tu ne respectes pas l'usure de ton corps, ton style de vie, tu vas finir plus magané que tous tes amis. Tu vas beau avoir de l'argent, une belle maison, tout, mais si tu ne peux pas parler, c'est pas beau. Puis moi, je veux pas ça. Ah, puis Arturo Gatti, c'est un bon exemple de ça. Là. C'était tout un guerrier, puis il allait à la guerre. Là. Puis à la fin, mais ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi. À un moment donné, il y a un switch où il n'y a plus rien de possible. T'sais, Arturo Gatti, à la fin, se faisait knocker par, je me rappelle plus du nom du petit boxeur qui avait fait la télé-réalité. Ouais. Gomez, puis il n'aurait jamais perdu contre lui, là, normalement. C'était plus possible physiquement. Il y a un switch qui se fait à un moment donné. Là. Il y a une ivresse qui se produit où tu penses qu'avec ton expérience, avec ce que tu sais dans un ring, ça va être assez. Mais c'est ça qui est impressionnant un peu avec Jam. C'est pas pour parler de Jam, mais pourquoi ça se passe pas présentement comme ça avec Jam? Ça devrait se passer. Oui. Parce qu'ils l'ont choisi pour El Bialy. Ça devait être ça. Ouais. C'était un adversaire pour faire monter le petit El Bialy. Ouais. Après ça, ils l'ont choisi pour Brown. C'était un adversaire à faire monter Brown. Là, ils se sont dit, on va le mettre avec Bivol. Ils l'ont mis avec Bivol. Après ça, ils nous ont mis pour Brown. Même chose. On devait être de la chair à canon pour Brown. Mm-hmm. On a déjoué les plans. Puis pourquoi ça se passe pas de même? C'est que Jean se prépare encore aussi bien que s'il était champion. Alors que les boxeurs qui sont sur la pente descendante, ils vont dire, OK, tu signes pour 500 000, 1 million, 1,2, peu importe le montant. Ils vont prendre le plus d'argent possible dans leur poche. Ils vont se préparer au minimum. Puis ils pensent qu'ils vont avoir assez d'expérience. Puis ça va être correct. Puis là, ils se font knocker. Ils se disent, ouais, mais la prochaine fois, je vais me préparer mieux. Mais la prochaine fois, la bourse n'est plus 1 million, elle est rendue 400 000. Mm-hmm. Là, ils perdent encore pour 400 000. Puis la prochaine bourse, je vais me préparer mieux. Elle est tombée à 200 000. Mm-hmm. Là, tu as 3 défaites en ligne. Là, tu es suspendu à New York, tu es suspendu à Vegas parce que tu as 3 défaites en ligne. Mais là, il faut que tu te trouves une victoire. Une victoire, tu vas voir ça à Détroit, en Arkansas, dans des États où il n'y a pas beaucoup de licences. Plus lousse. Ouais. Puis là, tu vas te battre contre un gars qui n'est pas connu, mais là, tu ne battras pas 400 000. Là, tu vas gagner pour 20 000. Là, tu viens de gagner pour 20 000. Là, ils te remettent dans un autre combat pour 300 000. Tu te retestes une autre fois, tu perds encore. Là, ça continue à descendre. Ouais. C'est ça, c'est l'engrenage d'à peu près tous les boxeurs qui ne veulent pas arrêter. Puis ils finissent, tu regardes des grandes tristesses des dernières années, Meldrick Taylor. Ouais. Hey, écoute, meilleur boxeur des Jeux olympiques de 84. Il se fait... on sait ce qui arrivait avec Chavez. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une bonne décision de Richard Steele. Oui. Parce que le rematch... Oui. Puis si tu regardes le combat à nouveau, si tu le regardes en sachant le résultat,
Là, tu vois bien plus de coups clean de la part de Chavez que tu ne voyais pas avant. Parce que moi, j'étais un fan de Taylor à l'époque. Là. J'étais déçu. Je disais, wow, il restait plus de ça. Oui. Puis, aujourd'hui, ce gars-là marche avec une canne. Il a la misère à parler. Il a tout laissé dans le ring. Lui, la boxe, il a tout pris sa vie. Là. Fait qu'il ne peut plus trouver de job pratiquement. Il a de la misère à parler, de la misère à marcher. Tu étais champion olympique. Tu as fait de l'argent, tu étais millionnaire. Il a continué trop longtemps. Ben oui, il se fait battre par des gars de 4-3. Mais c'est tellement rare, ceux qui ne continuent pas trop longtemps, en fait. Ben, c'est pour ça qu'on les admire. Lennox Lewis, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, il n'y en a pas beaucoup. Mais Leonard, quand même, il a eu un petit combat de trop. Un ou deux, t'as raison, mais au moins, il s'est ressaisi. Là, puis c'est fini, cette affaire. Puis ceux qui l'ont battu, t'es quand même bon. Oui. Mais c'était plus le même. C'est ça qui est triste aussi. Bon, je pense que tu as travaillé avec Roy Jones. Oui. Lui, à la fin, je veux dire, c'est Superman qui est devenu quelqu'un qui pouvait se faire knocker comme ça. C'est tellement triste à voir aller quand il n'y a pas de manière que tu peux lui expliquer. Moi, j'ai travaillé, je passais des mois avec lui. Je disais, Roy, écoute, il faut que je te le dise. On mangeait dans un restaurant ensemble. Puis je dis, Roy, écoute, tu peux pas comprendre qu'est-ce que ça nous fait à nous autres, les fans de toi, là, de voir que tu remontes dans un ring. Puis le gars qui te bat, il aurait pas fait une ronde avec toi dans le temps que tu étais hot. Là. Mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que j'ai besoin de monter dans un ring, puis je vais arrêter quand moi je vais décider. Pas quand les autres vont décider, c'est quand moi je vais décider. Ben, je respecte ça. Il a arrêté, puis on est vraiment content, puis on espère qu'il ne reviendra pas. Là. Mais c'est parce que, je respecte ça, mais à un moment donné, il y a eu des KO épeurants. Là. Dans les gros KO que j'ai vu dans ma vie. C'était pas beau. Comme tomber comme une poche de patate face première. C'était pas beau. Mais lui, c'est un autre qu'il y a eu un switch là, à un moment donné complètement. Là. Tarver, le knocké, boum, c'était fini. Après ça, on a pu retrouver le Roy Jones qu'on connaissait. Glenn Johnson. Ouais, Glenn Johnson tout de suite après, qui aurait jamais dû même pas proche. Battre même Roy pas Jones. proche. Puis dans le fond, Royce, ce qu'il s'était dit, c'est wow, la porte vient de s'ouvrir pour moi pour redevenir champion du monde avec Glenn Johnson. Ouais. Il l'a pas pris au sérieux, j'imagine. Probablement, mais l'histoire aussi, moi, que je dis souvent, c'est il arrive rarement des bonnes affaires quand tu traînes dans les câbles. C'est rare que ça finisse bien dans les câbles. C'est rare. Oui. Même pour le meilleur de tous les temps, Mohamed Ali. Oui, parce qu'en bout de ligne, c'est un peu normal. Le boxeur qui se fait frapper ou qui domine pas, puis le gars est très agressif devant lui, les câbles sont vraiment une sécurité. Là. Ton dos est bien appuyé. Tu sais au moins qu'en arrière, il n'y arrivera pas de coup. Ouais. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Fait que tu contrôles l'aspect au niveau du momentum, du timing des coups de poing. Tu regardes ça arriver jusqu'à temps que tu ne les vois pas arriver. Puis, mais quand ils se mettent à traîner dans les câbles, il y en a juste un qui l'a fait un peu plus que les autres, mais plus intelligemment, c'est Floyd. C'est vrai. C'est vrai que lui, il était pas pire dans les câbles. Pas pire, mais regarde bien qu'il ne traîne pas là pareil. À un moment donné, quand il s'approche des câbles, puis il sent que c'est mollet, là, il va mettre son mollet arrière qui frôle le câble, puis soudainement, il va accélérer. Hop, il est parti. Ouais. Il est parti. Puis lui, il en a évité beaucoup des charges dans les câbles, mais le boxeur standard, le James Toney, le Roy, le Pernell Whitaker, le Meldrick Taylor, va lui prendre son mollet, va l'appuyer dans le câble, va s'asseoir sur le câble, sur le deuxième câble. Puis c'est son bureau, on dit, c'est dans ton bureau, tu es confortable, mais ça laisse des traces, c'est des coups à la tête quand même. Ouais. Puis même si c'est sur les gars, même si tu te protèges, c'est des coups à la tête. C'est des coups à la tête qui, ah non, il m'a pas fait mal, mais moi, je peux te cogner juste de même pas fort, mais si je fais ça pendant 10 ans, je vais te rendre fou pendant 10 ans. Oui, c'est un peu ça, moi, que je dis, il faut pas que tu te fasses frapper. La boxe, là, si tu te fais trop frapper, il faut que tu fasses d'autres choses. Ouais, d'ailleurs, Floyd était bon là-dessus, pas se faire frapper. Mais ça, c'est quelqu'un que j'ai trouvé extrêmement impressionnant dans sa carrière, il a pratiquement changé de style. Là. À un moment donné, il n'y avait plus les jambes qu'il avait, fait qu'il s'est adapté, il est allé plus pour le timing. C'est un gars doué d'une intelligence exceptionnelle. Là. Ouais, dans un ring, là, ouais, puis aussi le choix des combats. Oui, c'est sûr. Le combat contre Pacquiao, ça n'aurait pas été le même combat il y a 5-6 ans. 6 ans avant que le combat ait lieu. Il s'est quand même fait toucher une fois, puis il se serait fait toucher plus de fois avant. Rappelle-toi, quand il a baissé d'un étage contre Shane Mosley, il s'est réajusté. Il s'est fait toucher en début de combat solidement par Canelo. Il s'est ajusté. Ouais. Il s'est fait toucher par Zab Judah. Il s'est ajusté. Il s'est fait toucher par... Il y a même Sharmba Mitchell qui l'avait touché. Oui, tu as raison. Ouais. C'est bon, Sharmba Mitchell, oui. Emmanuel Augustus, il avait donné du trouble. Ah oui, c'est vrai. Là, lui, il était écœurant. Allez voir ça sur YouTube. Augustus qui danse. Là, Castillo. Ouais, Castillo qui l'a battu. Là, bon, c'est quand même une décision cadeau un peu. Oui, exactement. Mais c'est ça, mais Floyd, il a tout le temps trouvé le moyen de ne pas refaire les mêmes erreurs 2 fois dans un combat. Ce qui est un grand signe d'intelligence. Oui.
Revenons à Jean un peu parce que tu parlais de son éthique de travail, c'est ça le succès de Jean-Pascal. Ça ressemble à quoi un entraînement avec Jean-Pascal? C'est combien de jours semaine? C'est combien d'heures dans une journée? C'est long. C'est long, C'est long. C'est interminable. Ben, il est long dans tout, là. Ah ouais? Mais il néglige rien. Okay. Son étirement, rentrer dans le gym, juste finir d'envoyer ses textos. C'est sûr. Checker ses réseaux sociaux. Ouais, il est très réseaux sociaux, Jean-Pascal. C'est que ça, on en a pour un 15-20 minutes assis sur un banc, finalisé. Mais ça fait partie de la carrière des boxeurs. Maintenant, c'est une manière de se promouvoir. Je comprends. Ouais. Mais tu sais, quand tu veux passer en vieillissant, moi, je veux que l'entraînement soit dynamique, court, efficace, puis du repos. Moi, je veux du repos. Comprends. Mais si tu fais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, puis tu vas être dans des heures raisonnables, dire qu'on arrive dans le matin au gym à 10, 10 et 5, 10 et quart ou 9 et demi, puis on sort de là à midi. Tu arrives, tu relaxes, tu prends ta douche, tu manges. Il est rendu 2 heures, il continue ses réseaux sociaux. Là, il faut qu'il fasse une sieste. Puis là, il se lève à 4, 5, 6, il faut retourner au gym. Puis là, il est rendu à 7, 8. Puis on finit à 8, 9, 10. C'est des gros jours. Fait qu'on essaie d'ajuster des heures, mais c'est pas mal tout le temps 6 heures par jour pour gens dans un lieu d'entraînement. OK. Est-ce que les boxeurs, c'est tous différents ou c'est toi qui dictes un peu l'horaire d'entraînement ou tu t'adaptes? On a une routine qu'on développe avec chaque boxeur, mais en général, c'est pas mal tout le temps la même chose. On vient qu'un échauffement, une période de shadow. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on a du sparring? Est-ce qu'on a des pads? Est-ce qu'on a du sac? Quelle sorte de sac on va faire? On est-tu en phase générale? On est-tu en pré-compétition? On est-tu en phase spécifique? On va ajuster le sac soit en fonction de l'adversaire. S'il y a des médias, on fait d'autres choses. Ouais. Fait que, tu sais, on a des routines, mais on finit par faire une espèce de team avec, comme moi, puis Jean, aujourd'hui, je pense 8 sacs, comme ça, il dit, ouais, puis j'ai envie de finir avec 4 rondes de même, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis si on allait jouer dans le ring. Ah ouais, qui donne son input quand même. Beaucoup, puis je trouve ça bon. Moi, j'aime ça quand il s'implique, puis il y a souvent des très, 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 très bonnes idées. Ouais. Fait que, puis si tu veux ça plus qu'un boxeur qui s'en fout, là. Ça vous a-tu pris du temps de trouver une certaine chimie, de t'adapter à son style? Je veux dire, toi, tu l'avais connu comme adversaire? Tu l'avais connu avec... moi, j'étais aux Jeux olympiques avec lui. Moi. Ah ouais, ben c'est vrai, ouais. Fait que tu connaissais de là quand même. Ouais, ben je l'avais vu à l'entraînement. Dans le temps, moi, que Diacono et Bouté tournaient pro, Jean était amateur, fait qu'il se parait avec mes gars. OK. Mais pour revenir à ta question, on a commencé à travailler, c'est quoi, 2017 peut-être ensemble? Décembre 2017, ouais. À Trois-Rivières, je pense, notre premier combat qu'on a fait ensemble. Ça, 2017-2016, en tout cas. Puis ça a pris peut-être, je dirais, 5 à 6 mois là, de respecter nos routines, puis de voir comment on travaille. Puis, mais moi, j'admire Jean parce que il est tout le temps prêt, il est tout le temps à l'écoute. Il va faire essayer quelque chose de nouveau. Il ne pourra pas dire « j'ai trop d'expérience pour ça ». Il essaie tout. Puis il y a quelqu'un, mettons, qui a un nouvel entraîneur qui est dans le gym, là. Il fait des pads. Jean dit « je pense que je devrais faire une ronde de pads avec ». Ouais, bonne idée. Il fait des pads avec. Il n'a jamais fait de pads. Le gars, il fait « ouais, du gars, j'ai aimé ça, ça, j'ai aimé ça. » Mais tu sais, il critique rien. Là. Il est ouvert à tout. Puis ça, c'est admirable pour un gars de sa stature, pour un gars de son expérience. Oui, c'est pas enflé la tête. Puis... 0. Souvent, il y a des gars qui, à ce niveau-là, à un moment donné, disent, je peux m'entraîner moi-même à peu près. Là, je prends un entraîneur, mais c'est un peu plus une marionnette qu'autre chose. Il est vraiment impressionnant pour ça. Puis, en fait, on apprend à l'apprécier, genre, plus qu'on le côtoie, plus qu'on le découvre, évidemment, mais il y a une éthique de travail qui est surprenante. Ouais. Ça fait partie de son succès. Ça a pris du temps au Québec. Est-ce que les gens aiment vraiment Jean-Pascal? C'était controversé avant. Là. Moi, je me rappelle, j'avais été voir contre Adrien Diacono, puis les gens étaient pas mal plus Diacono, puis les gens, comme, ils aimaient pas son attitude, puis à un moment donné, ils ont compris c'était quel genre de personne, puis qui donnait tout dans un ring. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux dans son sport. Jean, c'est un Américain qui vit au Québec. Ouais. Puis, tu sais, on a de la misère. Mal un peu. C'est plus tough. Mais là, moi, en tout cas, le meeting qu'on avait eu au début, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est faut parler moins, il faut livrer plus. Ouais. Et tu as parlé beaucoup des derniers temps. Mais c'est une réalité au Québec. Ouais. Si tu parles pas beaucoup, tu performes, les gens aiment ça. Ouais. Puis je pense qu'il s'est calmé un peu. Il a trouvé les bons moments, le bon tempo, le bon rythme, la bonne réponse intelligente, mais pas vouloir trop en mettre. Mm-hmm. Puis moi, je trouve que depuis qu'il en met moins, les gens l'aiment beaucoup plus. Faut pas que tu forces ces affaires-là. Puis, tu sais, ça se passe dans le ring. T'as bien beau parler, mais si dans le ring, tu livres pas la marchandise, les gens vont juste dire, bon, ben... Ouais.
t'es une grande gueule, puis ça pogne pas. Mais c'est un gars qui a beaucoup de cœur aussi, puis ça, tout le monde veut s'identifier à ça. Tout le monde veut aimer quelqu'un qui se donne autant dans un ring de boxe, là, tu sais. Dans le combat contre Badou Jack, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, ben allez voir le dernier round, le 12e round où il se fait compter, tout le monde pense qu'il est scrap, mais qui a vraiment mordu dans le mouthpiece, puis qui a arrêté de frapper? C'est l'autre. Oui. Jean, il est mort. Moi, il était dans mon coin, là, je l'ai vu mordre dans son mouthpiece. Je vais aller jusqu'au bout du bout. Là. Puis il s'est contracté les muscles, puis il a soigné là, jusqu'à la toute fin. Tu vois pas souvent ça dans un ring. Ah, c'est absolument incroyable. Ouais. Ça, tu as raison. Il y a un côté Rocky là, dans lui qui se rapproche un peu de l'Arturo Gatti que les gens ont tellement aimé. Vraiment, vraiment. Par contre, comme coach, des combats spectaculaires de même, moi, j'aime pas ça. C'est sûr et certain. C'est sûr, t'es pas comme « Wow, c'était super! » C'est quand on a un boxeur amateur qui se développe, quand il est nommé le meilleur boxeur du gala, il est content. Ils ont 2-3 trophées. Ils ont le meilleur combat, puis un pour le meilleur coin bleu, puis le meilleur coin rouge. Fait que ton boxeur vient d'être nommé meilleur boxeur du coin bleu. Et bravo. Puis là, à un moment donné, il disait « Hey, coach, j'ai eu le trophée du meilleur combat. » Une fois, pas plus. 2 max. Ça veut aussi dire que tu prends des coups. Hein. Oui, c'est pas supposé, ça. C'est pas supposé, pas trop souvent. Mais ouais, on parle de gens qui ça a pris du temps à être aimés du public, mais toi, t'as coaché un qui était extrêmement aimé du public, Lucian Boutet, qui est probablement un des plus aimés. Là. C'est une histoire d'amour avec le Québec. Là. Ça a cliqué. Là. C'était quelqu'un qui était humble, qui était propre de sa personne, qui en mettait jamais trop, très honnête. Comment ça a commencé, cette association-là? Comment vous avez été chercher Lucian chez eux? Ben, lorsque Dorine a signé avec le Québec, Dorine et ensuite Diacono et Crinou, qu'on a vu juste pour un combat, qui était médaille de bronze au championnat du monde, Boutet se développait dans ce temps-là. Lucian se développait en Roumanie, puis il faisait beaucoup, beaucoup de ravages à travers le monde. On le suivait un peu. Puis, il gagnait des médailles d'or, là, médaille d'or ici, médaille d'or là, puis champion d'Europe, puis championnat du monde, puis dans les meilleurs à travers le monde pas mal tout le temps. Puis, il s'entraînait avec les Cubains, puis il challengeait les Cubains. Fait, tous les rapports qu'on recevait, c'est Bernard Barré qui le suivait beaucoup à ce moment-là à travers le monde avec Interbox. Puis, quand Dorine a défendu, il a gagné la ceinture Dorine en janvier contre Balbi au Texas. Ouais. Puis, on a fait le rematch au mois de mai en Roumanie parce que le combat avait été controversé, c'était 2-1. Puis Lucian Boutet était porte-drapeau pour la Roumanie dans la cérémonie d'ouverture. Okay. Puis à l'entraînement, je l'avais vu, j'avais serré la main, puis j'avais dit « Wow, quelle prestance, quelle personne! » Tu sais, son regard m'avait frappé, je m'étais dit « C'est incroyable comment ce gars-là, il y a quelque chose. » C'est un gentleman, charismatique. Qui a de la gueule. Puis droit, puis poli. Fait que c'est pour ça que Lucian, c'est devenu une histoire qui... Je sais pas si un jour on va revivre ça. Ouais. Mais c'était au-delà du sport. C'était c'était une histoire d'amour, c'est une histoire qui est plus grande que sa carrière, d'une certaine façon, que ses accomplissements. En fait, je me rappelle souvent, je rencontrais des gens, des couples ou n'importe quoi, puis le gars, il me disait, ma blonde, elle tripe sur Boutet. Elle dit, elle dit, moi, quand Lucian, il boxe, je dis à mon chum, on s'achète des billets. Là. C'est comme, c'était ça, là. C'est à créer des happenings de couple, de famille, de père fier qui veut montrer ça à son fils. Donc, Lucian, c'était une histoire d'amour qu'on n'a jamais vue. Mais le gars a appris le français, c'est incroyable. C'est ce qu'on reproche tout le temps à tous les joueurs du Canadien là, qui viennent d'ailleurs puis qui apprennent jamais un mot de français. Lui, il l'a appris genre au complet. C'est assez impressionnant. En fait, il s'est fâché en sortant de son premier combat pro. C'était au Centre Bell en sous-carte. Son premier, deuxième contre Mohamed. Je pense que c'est son premier. Puis je vais la nommer Diane Sauvé de Radio-Canada. Elle lui dit, comment tu as trouvé ça? Explique-nous comment tu l'as vécu. Puis on sortait du ring, on marchait dans le vestiaire, puis il dit... Puis là, il me cognait sur le coude et il dit « Dis! J'ai dit « Lucian, je sais pas ce que tu veux dire. Je suis désolé. » J'ai aucune idée. Puis la semaine d'après, il est allé s'inscrire à l'université. 3 soirs semaine. 3 soirs semaine pendant des sessions de temps. Incroyable. Puis on avait un mot d'ordre, par contre. Au gymnase, on ne parle pas en anglais à Lucian. Okay. On ne parle pas en anglais à Lucian. Puis tu vois, Diacono, lui, n'a pas pris le cours. Non. Puis il a appris l'anglais, lui. Ouais. Il parlait très bien français, Adrien. Très charismatique. Oh, oui. Il comprenait tout en français. Un gars très brillant, mais... Il voulait pas se commettre. Plus lâche, un peu plus lâche au niveau de la langue. Mais c'est un peu ça. Faut pas que tu aies peur de te tromper. Mm-hmm. C'est difficile d'apprendre une autre langue quand tu es un peu gêné. Ouais. Fait qu'il faut pas que tu aies peur. Puis ce que Lucian il me disait en dernier, puis c'est là que je disais, wow, c'est beau. Il dit, Stéphane, quand tu parles, je traduis plus dans ma tête.
ça se passe en français. Je pense. Puis quand tu penses dans la langue, ça, c'est fait. Là. C'est fait. Là. Donc, puis il se rendait compte aussi. Il dit, quand je m'entraîne moins, mon français ne s'améliore pas tant. Je l'échappe un peu. OK. Donc, puis mais là, je le vois encore fréquemment. On se voit, il vient faire des tours au gymnase, puis son français est encore impeccable. Ça venait de lui, là. C'est lui qui voulait ça. C'est son call à lui. C'était son call à lui. Vous n'avez pas fait de meeting comme tu sais, pour la promotion, Lucian? Du tout. C'est vraiment lui. Puis en bout de ligne, mais là, les journalistes disaient ça, il est meilleur que c'était qui était le capitaine du Canadien à ce moment-là. Sakou Koivu, ouais, tout le monde faisait la comparaison. T'es meilleur que Sakou Koivu. Ben, mais il était meilleur que Sakou Koivu. Mais c'était pas pour faire mieux que lui. C'était Lucian, puis... Il y a l'autre affaire, sa chanson pour marcher au ring, U2 au ring, ça avait été un gros hit aussi. Ouais. On est allé voir le spectacle de U2 au Centre Bell, puis ils disaient, je suis pas convaincu, c'est pas un super bon groupe. Souvent, les gens connaissent pas. Les gens connaissent pas assez ça. Ils disent, tiens, ouais, t'es peut-être pas au courant. On va retourner voir le show. On est retourné une deuxième fois. On a fait 2 shows dans la même semaine. Un dans un billet. Il était pas sûr. Il était pas sûr. Puis il dit, tiens, d'après moi, ça va pogner, tu vas voir. Finalement, ça a marché aussi. Mais il y a un peu tout. Puis il faut aussi donner du crédit à Jean Bédard dans ça. Ah ouais, OK. Jean Bédard, il avait dit, moi, je connais pas la boxe, mais je sais comment faire vendre des billets, je sais faire le marketing, puis je sais connais la publicité. Puis il dit, occupez-vous de la boxe, moi, je m'occupe du reste. OK. Puis il faut admettre qu'il était bon. Ouais, il était très bon. Lucian, c'était plein, là. Moi, à chaque fois que j'ai été, c'était la folie furieuse. Fait que ça grimpait tout le temps. Là. Lucian a fait sa première finale, il avait 7-8 000, 9 000, 11 000, 12 000, 14 000, peu importe l'adversaire. Et puis ça, 7-8 000, là, comme aujourd'hui, là, en ce moment, là, regarde, nous, juste à notre gymnase, au gymnase de boxe, on vendait au début, 5 000 $ de billets. Ça montait à 10 000, ça montait jusqu'à près de 300 000 au gymnase de boxe. Là. De vente. Au gymnase. Aujourd'hui, un gala de boxe... Dans petite caisse. Aujourd'hui, dans un gala de boxe normal, tu es content d'avoir une gate de 300 000 au Centre Bell, là, présentement. Oui, c'est extrêmement difficile de vendre des billets. Là, on dirait qu'on l'oublie là, quand il y a des grands succès de même. On dirait qu'à cette époque-là, on comprenait pas à quel point c'était spécial. Moi, je me rappelle de vivre ça et de faire comme non, c'est spécial ce qui vit en ce moment. Là. Quand ça va se terminer, là, ça veut pas dire qu'on va avoir quelqu'un d'autre. Là. Puis tu vois, en Angleterre, ils continuent de le faire, eux autres. Ouais, la machine est bien huilée. Puis il y a c'est du vrai, talent, mais ils sont des vrais fans. Des vrais fans. Je regardais l'autre jour, il y avait. C'est un vidéo que tu as sûrement vu, que tout le monde a vu. C'est une fille qui a gagné au dard. Elle a fait un bullseye au dard, elle a battu un gars. Ça fait 2 ans de suite qu'elle bat le gars. Puis écoute, il y a une arena pleine. Ça chante, ça danse. Des hooligans. Ils sont 12 000 à regarder du dard. C'est assez incroyable. J'essaie d'expliquer ça chez nous. Ouais. Non, c'est ça. Au Québec, j'ai remarqué que la boxe, il faut quand même que ça touche émotivement les gens pour déplacer les gens. C'est pas totalement, complètement le sport en ce moment-là. Ouais, vraiment, c'est ça, tu l'as bien mentionné. L'autre affaire que Jean Bédard nous avait amené, c'est qu'il faut créer une habitude. Ouais. Il faut que tu crées une habitude. Là, l'habitude est perdue. Là. C'est difficile d'avoir des gros combats. C'est difficile. Tu as un combat, là, tu as un gars là ici, tu as un gars là qui est là. Ouais. Nous autres, dans le temps, là, quand Lucian boxait, la rangée DD, section 101, c'était tout le temps le même monde. La rangée AA, c'était le même monde. Puis à l'époque, George Sherry, qui était propriétaire du club de boxe champion, il disait un bon client, t'approches-toi du ring, tu l'éloignes jamais. Là. C'est un peu ça. Avec le gars qui vient régulièrement, si tu ne l'appelles pas, puis il veut se racheter un billet, puis il n'y a pas le bon billet, ça se peut que tu le perdes. Il ne reviendra pas. Surtout le hardcore, parce que dans la réalité, au Québec, là, tu dois avoir... Il n'y a pas 1500 vrais fans de boxe qui viendraient tout le temps à gala de boxe. Ah ouais, tu penses? Ah non, il n'y en a pas beaucoup. Je te crois. Moi, j'ai entre 800 et 1200, 1300 qui viendraient à peu près partout. Ouais. À part de ça, il n'y en a pas. Ce qui est dommage quand même, parce que c'est toute une ville de boxe, une province de boxe, là, quand même. On a un historique, puis on a eu beaucoup de talent, mais on dirait que ça n'a jamais complètement... On n'a jamais complètement adopté le sport, on adopte les athlètes. Mais en même temps, c'est un sport d'athlète aussi, là, c'est un sport de superstar, là, tu sais. C'est rare que tu vas voir un gala. Je connais personne, mais j'aime la boxe. C'est assez rare. C'est vrai, sauf qu'il y a eu quand même l'arrivée d'Internet qui a changé beaucoup de choses. Ouais. La télévision est devenue un show tellement de qualité. Tu sais, tu es chez toi pour 60 $, 70 $. Tu vois mieux. Ouais. Tu entends tout. C'est vrai. Tu vois les coupures. Tu as les commentaires. Tu es bien mieux que le gars qui a payé 42$ dans le deuxième balcon. L'avantage de lui, c'est que lui, il va pouvoir dire « J'étais là. Je fais partie de l'événement. » Oui, il y a quelque chose de... Mais en bout de ligne, moi, je me rappelle, toi, tu es peut-être un peu jeune, mais j'étais allé voir Pink Floyd au Stade olympique. C'était l'album de Pulse. Oui, mais j'ai des amis qui sont allés voir ça. Il était jeune aussi, là. Il avait 12 ans, mais... J'étais vraiment loin, là. Écoute, le stage, là, il était gros comme un petit carton d'allumette. J'étais là, mais j'ai acheté l'album, puis après ça, je l'ai réécouté en vidéo parce que je ne l'ai pas vu, ce soir-là.
Je l'ai entendu. J'étais là, mais je l'ai pas vu. Mais je l'entendais, mais je le voyais pas, j'étais trop loin. Si tu vis l'événement. Exactement, ouais. J'imagine que le combat là, Duran contre Leonard au stade, là, si t'étais là, mais t'étais pas tant là. Mais t'as fait partie de l'événement, puis t'as eu le sac de poubelle si t'avais payé 500$ aussi, là, parce qu'il pleuvait ce soir-là. Ah oui, il pleuvait beaucoup? Ouais, il pleuvait-tu à la finale aussi? Il pleuvait durant le... Mais je peux pas dire la finale. Moi, j'étais pas là. Moi, je l'écoutais à la radio en direct de Jonquière. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Tout un événement. Pas à la radio. Les minutes. Dans la minute de repos, on avait un commentaire. Oh my God. Ouais. Moi, j'avais le cœur brisé, moi. Ah ouais? Oui, moi, j'étais un grand fan de Leonard. Ouais, Duran qui avait été comme assez impressionnant, surprenant. Puis ça a été à peu près la fin après ça. Il a tout célébré cette victoire-là. Moi, je sais pas si c'est Duran qui a été impressionnant ou bien Leonard qui a pas fait son combat. Leonard qui s'est fait déranger, qui est rentré dans la game de Duran, c'est grâce à Duran, évidemment, pour sa part, parce qu'il a dérangé Leonard d'une certaine façon. Il est rentré dans sa tête. Il avait parlé de sa femme, baiser sa femme, des affaires épouvantables. Puis là, lui, il l'haïssait, puis il voulait se battre, mais c'est pas son style. Si tu lis la bio de Leonard, il explique des choses qui se sont passées dans cette semaine-là ici, puis tu peux pas imaginer qu'un athlète ait à vivre des choses de même dans la semaine précédant son combat. Ah ouais? Ah ouais. Comme quoi, je veux savoir. Genre, un de ses amis cousins ou son beau-frère qui est sorti dans un bar, qui a eu un problème, puis que là, il a un besoin d'argent, il y a eu une bataille, il y a eu de la police. C'est cool. Toutes des affaires dérangeantes. Ah, c'est incroyable. C'est inimaginable la semaine qui a passé Leonard ici. Ah ouais. J'ai écouté le documentaire sur Leonard, sur Roberto Duran, qui est sorti l'an passé. Ouais. C'est très intéressant. Puis ce combat-là, ça a été le pic de sa carrière parce qu'après ça, c'était le no mass, là, comme je veux plus me battre parce que je suis frustré. Il avait fait beaucoup la fête après cette victoire-là, pris du poids. Ça a été fini. Il ne faut pas perdre de vue aussi que Duran, c'était un 135 livres. Ouais. Il était rendu à 147, après ça, monté à 154, monté à 160. Après ça, il commençait à se faire mal. Ouais. Son accord contre Tommy Hearn, c'était pas bon. C'est quand on a aimé Duran, puis on le voit se faire knocker de même, il n'est pas dans la bonne catégorie. Quand on parlait de gens qui ne savent pas s'arrêter, Duran, c'est pas mal dans le haut de la liste. On pourrait revenir à Lucian Boutet. Toi, quel bilan tu dresses de la carrière de Lucian? Je sais que tu n'as pas été là comme jusqu'à la fin, là, mais c'est une carrière qui, les gens l'ont beaucoup aimé, l'ont beaucoup suivi, il a déplacé les foules, mais il y a eu beaucoup de critiques aussi. Les gens ont eu l'impression qu'il avait été un peu protégé, mais en même temps, bon, c'est pas vraiment de sa faute. Là. Il y a eu tout le tournoi du Super Six puis tout ça, mais quel bilan, toi, tu dresses de la carrière de Lucian Boutet? C'est quoi l'objectif quand un jeune commence ou s'inscrit dans un sport? C'est qu'il se développe bien, qu'il vive des belles affaires. En tant que parent, là, on se met dans la peau des parents. Mon fils, il s'est inscrit à la boxe. Ah ouais, puis là, il est champion de la Roumanie. Ah ouais, là, il voyage partout à travers le monde. C'était déjà fier comme parent. C'est cool. Puis là, il va s'établir en Amérique. Il va aller boxer professionnel. Ah. Puis là, ses parents apprennent avec le temps qu'il est devenu une superstar ici, qui vend des billets, puis qui n'est pas encore champion du monde, qui remplit des arénas. Ses parents, il ne veut pas que ses parents viennent parce qu'il a peur qu'il soit trop stressé. Ah ouais. Après ça, tu deviens champion du monde. C'est l'objectif de plusieurs boxeurs, puis peu vont l'accomplir. Mm-hmm. Il a défendu sa ceinture 9 fois ou 10. Ouais. Mais ce qui était le record là, à l'époque, je ne sais pas si il a donné ce battu. Non, il a perdu. Je pense qu'ils sont les deux égales. Ah, les deux ont fait il était sur le bord de... C'était les deux égales, je pense. Puis Lucian, il a défendu. Il y avait le titre de la IBF. Puis la IBF, eux autres, ils font le classement. Mm-hmm. Ils disent ton aspirant obligatoire, c'est lui. Le premier, ça a été Andrade. Ça a été controversé. Il y a eu un rematch, il l'a réglé. Ouais. L'autre obligatoire, ça a été qui? C'était ordinaire. C'est pas Zuniga ou... Non, en tout cas. Il avait boxé, le gars a boxé contre Curtis Stevens. Il avait battu Stevens. Ah ouais? Ouais. Anyway, tu sais, Lucian, il a fait ses obligatoires, il a défendu. Vers la fin, il a été décevant pour beaucoup de fans dans sa performance contre Jean. Tu sais, on a l'impression qu'il ne s'est pas battu contre Jean. Contre Carl Froch, il a déçu beaucoup. Ouais, je pense que c'est beaucoup là que... Fait que donc, c'est sûr que là, tu sais, les gens ont arrêté d'y croire et arrêté de le suivre, probablement. Mais c'est parce que c'est un peu... c'est ça, le couteau à double tranchant d'un hype. Puis tu sais, c'était pas nécessairement de la faute à Lucian non plus, mais tu sais, il y a beaucoup de défense. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un moment dans l'histoire là, où la plupart des journalistes américains, les gens qui suivaient la boxe, Lucian Boutet était numéro 1 de sa catégorie.
catégorie. Là, on classait Ah numéro ouais, 1. ouais. Pendant le Super Six, même. Là, Ah ouais, c'était comme, il et- n'est pas dedans, mais il est numéro 1. Puis là, les gens étaient comme, ah ouais, tu sais, fait que ça vient avec beaucoup de pression. Fait que quand il est arrivé contre Carl Froch, j'imagine qu'il devait sentir une pression incommensurable. Parce que c'est ça qu'il voulait des défis, lui, j'imagine, mais il ne pouvait pas les avoir, les Tu sais, obtenir. puis je veux pas le défendre aujourd'hui, mais pour vrai, contre Carl Froch, c'était un combat qu'on aurait dû repousser. Ah ouais? Parce qu'il était vraiment malade. Hein. Il était ses antibiotiques 2 semaines avant, puis des gros Qu'est-ce antibiotiques. qu'il y avait? Il y avait une blessure au pied, il y avait une inflammation, il y avait un empoisonnement dans le pied. Un empoisonnement dans Ouais, le ben il pied. y avait une espèce de bobo dans le pied qui guérissait pas. OK, une infection, Ouais. là, genre staph infection. Là, Ouais, exactement. ouais. Puis là, on a pris des antibiotiques. Il a été un bout de temps sans pouvoir s'entraîner. Puis c'est lui qui, j'ai dit, Lucien, on devrait l'arrêter. Il dit, Steph, non, non. Il dit, oh, bon, on va y aller. Puis je dis, ah, c'est correct, moi, je vais le faire en équipe avec toi. Puis on n'a pas jamais sorti cette carte-là. Mais tu sais, c'était pas le Lucian qui aurait dû se présenter contre Carl Froch. Puis je veux pas le défendre aujourd'hui, mais il aurait normalement fait mieux que ça. Là. Ouais. Vraiment mieux. À l'époque, il y avait aussi eu Eric Lucas là, contre c'était Danny Green là, qui est arrivé blessé. C'était-tu toi qui étais dans le coin à ce moment-là? Ah ouais. Tu te promets tout le temps quand ça t'arrive comme coach, tu dis plus jamais je vais aller dans un ring. Plus jamais. Mais c'est parce que j'imagine que c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de sous là, qui sont mis là-dessus, c'est beaucoup de pression, c'est organisé, reporter, ça coûte de l'argent. Je pense qu'en boxe, plus que en UFC, par exemple, j'ai l'impression qu'on reporte plus les combats parce qu'on se dit comme, bon, regarde, j'aurais pas une deuxième. En fait, non, en UFC, ils reportent plus les combats parce qu'ils disent, je vais en avoir un autre. Mais en boxe, tu dis comme, non, il y a des promoteurs, puis tout ça, c'est trop d'argent. Non, c'est une grosse décision à prendre. Puis des fois, les gens ne le croient pas. Mais des fois, c'est la réalité. Puis, pardon, des fois, c'est est-ce que le boxeur a les moyens de le reporter aussi? Ouais, moi, c'est pas arrivé dans mes boxeurs, mais je me rappelle que les gens, dans le cas de Danny Green, ne nous croyaient pas qu'il était blessé. Eric s'était blessé. Écoute, demande-moi pourquoi il s'est blessé en embarquant dans sa voiture à une côte. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis pourquoi, mais quand tu sais que le gars a déjà 20 livres de perdu, qui est en train de se déshydrater graduellement, donc le corps est plus fragile. Puis durant l'entraînement public qu'on faisait à Blue Barnets, moi, je parlais à Eric en secret dans son oreille. Il disait, oh, je peux pas faire ce moment-là, ça fait mal. Puis là, la gang de Green nous regardait nous entraîner. Là. Ah ouais? Fait que là, on a quitté, puis moi, j'ai laissé des gens sur place. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y avait là? Green, ils m'ont dit, ah, il est sharp, il est prêt. Il est partenaire d'entraînement avec lui. Cool. Fait que, à mesure que ça se déroule, le combat a lieu. Puis là, après ça, on a dit, ouais, ben Eric, on n'aurait pas dû boxer, il avait une blessure à une côte. Là, il y en a qui ont dit, c'est totalement faux. Puis c'est un journaliste qui m'appelle Robert Frosé. Il dit, Stéphane, il dit, moi, j'ai tout ça sur tape, ton entraînement. Il dit, je sais qu'il était blessé. Ça fait qu'il avait fait rejouer à la radio. Pour ceux qui ne croyaient pas que Lucas était blessé, OK. on entend Stéphane à l'entraînement qui dit, après l'entraînement, on va aller voir le docteur Leblanc. On va voir qu'est-ce qu'il va nous prescrire. On va prendre des anti-inflammatoires. Eric, il dit non, il dit ça fait mal, mais je ne veux pas prendre d'anti-inflammatoire, j'ai peur que ça me ramollisse trop. Tu sais, il me disait tout ça durant l'entraînement, mais au moins ça avait prouvé que c'est vrai qu'il était blessé. Mais on ne se rappelait pas, nous, qu'on était Mikey. Là. Ah ouais, OK, tu savais pas, toi. Mais dans ce temps-là, il n'y a pas des médecins qui disent comment, OK, non, tu n'es pas apte à faire le combat. Il n'y a pas des tests avant les. Tu sais, comme mettons, une infection au pied, là, faut que tu le fakes que ça va bien, là, j'imagine. Ah oui, c'est vrai. En théorie, ça devrait être ça. C'est des mensonges, là. Non, mais le médecin, des fois, tu le mets pas au courant de ça non plus. OK. Parce qu'il dit, gars, si on monte ça au médecin, c'est sûr qu'on boxe pas. Là. Ouais. Comment tu as vécu ça, toi, la défaite de Lucian contre Carl Froch? C'était une grosse affaire, là, quand même. T'es allé là-bas chez eux, beaucoup de gens. Ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas beaucoup de positifs à retenir de ces affaires-là. Non, puis fallait quand même m'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'était passé. Puis j'ai comme passé un peu pour le gars qui l'a tiré en bas de l'autobus, là, mais moi, c'était pas mon but du tout. Je disais, Lucian n'a pas été capable d'exécuter, puis c'était un travail d'équipe. C'était pas Lucian plus que moi, puis c'était pas moi plus que lui. C'était un travail d'équipe. On a échoué en équipe. Ouais. Mais son nom est ressorti, évidemment. Puis c'est dur. Dans un échec de même, dans une catastrophe de même, c'est difficile de sortir réuni de ça. Là. Ben, c'est ça, j'imagine qu'après, c'est quoi le bilan que tu fais? J'ai l'impression qu'il y a eu un après Carl Froch là, pour Lucian Boutet, comme juste mentalement, gun-shy un peu, il a eu de la misère à redevenir le gars qui était. Sûrement. Puis c'est pour ça que dans ce temps-là, quand des fois, tu es dû pour un changement, parce que tu veux changer d'air, tu veux changer de phrase, tu veux changer de sourire en avant de toi, tu veux avoir une nouvelle énergie. Puis je pense que la ride qu'il a faite avec les frères Grant a été bonne pour lui. Ils ont fait faire une dernière belle petite ride. Là. Ouais. Des bons combats quand même. Là, des performances honnêtes. Là. De Gale avec Badou Jack. C'était malheureusement son combat contre Alvarez. C'était pas le fun pour nous de voir ça. Là.
Non, mais ouais, c'était le combat de trop, mais il ne pouvait pas vraiment le savoir. Là. Il n'y avait pas tant de signes avant, mais ouais, quand même une grande carrière pareille, là, qui a amené la boxe à un autre C'est un niveau au Québec. bâtisseur. Là. Ça a été parmi nos bâtisseurs là, de ce sport-là. Hey, parlant de bâtisseur, j'ai envie qu'on parle un peu de Stéphane Ouellette. Moi, je suis un gros fan de Stéphane Ouellette. On tombe dans. Là, on parlait de discipline. J'imagine que Stéphane, c'était pas nécessairement sa force, la discipline. Moi, j'ai lu sa bio. Je vous recommande la bio de Stéphane Ouellette. Beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. Mais c'est un grand talent. En tout cas, moi, j'ai écouté des vidéos avant. Là, je me préparais pour ça. Puis tellement beau sur un ring de boxe. Tellement gracieux, très artistique, beau jab. C'est-tu quelque chose qui te déçoit, toi, jusqu'où Stéphane Ouellette s'est rendu? Il aurait tellement pu faire plus. Ça dépend comment on le voit. Quand tu connais toute son histoire, il a fait quand même beaucoup plus que lui, je pense, aurait pensé qu'il était pour faire. Ah ouais? Parce que Stéphane Ouellette ne voulait pas être un boxeur. Ouais. Sa sœur Lisa, à l'époque, elle avait le kick sur un gars de Jonquière. Okay. Et ce gars-là s'entraînait avec... Moi, j'étais athlète à ce moment-là. Puis elle avait dit à sa mère, pardon, si mon frère faisait de la boxe, peut-être que j'aurais une chance d'aller faire un tour à ce gymnase-là. Ah ouais. Et c'est comme ça que Stéphane Ouellette est venu s'inscrire à la boxe. Puis, ce qu'on ne savait pas, il y a un mot qu'on ne connaissait pas à ce moment-là aussi, c'est le mot hyperactif. Dans les années 80, hyperactif, on ne connaissait pas ce mot-là. Puis moi, je le regardais. Moi, j'étais assistant-entraîneur à ce moment-là. Jean-Marc Tremblay m'avait dit, peux-tu faire un groupe de débutants? Puis dans mes débutants, il y avait un petit gars qui s'appelait Stéphane Ouellette. C'était sa 2e année de boxe. Puis je disais, faudrait que tu te concentres, mon grand. Il faudrait que tu essaies. Moi, je n'étais pas bien plus vieux. J'avais 17 ans, lui, il en avait 12-13. Okay. Puis il était comme pas capable de rester fixe à quelque part. Puis là, il s'était mis à boxer, puis un hyperactif, ça va vite dans leur tête, mais pour un boxeur, c'est merveilleux. Ah ouais. Parce que lui, ça se passe quasiment au ralenti en avant de lui. Donc, il a compris ça tout de suite. Lui, là, le style de la boxe, de bouger à gauche puis à droite, puis pas se faire toucher, puis il avait des bras longs. C'est vrai. Grands bras longs, Stéphane Ouellette. Il couvrait tout, juste comme ça, là, jusqu'aux côtes. Puis, c'est une famille, quand même, si tu regardes ses oncles, du côté à son père, c'était des gens extrêmement forts physiquement. Okay. Donc, c'était pas été des athlètes, mais c'était des gens qui étaient reconnus pour être des gens forts. Fait que de fil en aiguille, Stéphane, il est pogné avec ce talent-là. Il pense pas, puis il se prend pas pour un autre pas de minute. Là. Mm-hmm. C'est un leader naturel, drôle. Il fait rire tout le monde, puis il est pas très sérieux, mais en étant pas très sérieux, puis un peu délinquant, puis il est le seul à gagner une médaille d'or. Tout le monde l'admire. Ouais. C'est qu'à quelque c'est part, même pas forcé, puis il y a une médaille d'or. puis c'est beau, là. Puis écoute, là, il se met à gagner des tournois un peu partout. Son combat, je pense, un des combats les plus importants qui l'a fait flipper dans le sens positif, c'est Pierre Giroir à Montréal. On s'en vient à Montréal, à la Plaza Olympique, au club de Gatti et compagnie. Puis il avait fait une décision partagée. Il avait battu Pierre Giroir par décision partagée ou perdu partagée. Puis c'est là que le déclic s'est fait. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel pour être champion national. Et tout de suite, l'année suivante, champion canadien, juvénile, champion. On a gagné au Yukon en 86. Après ça, il a gagné à 87. On a gagné à 88 encore. On a gagné à 89 à Winnipeg. 90. Il a gagné partout. Puis ce que les gens n'ont pas vu de Ouellette, c'est sa meilleure partie de sa carrière. Moi, je pense que sa meilleure partie, c'était même pas chez les professionnels. C'est amateur. Ah, mon Dieu, qu'il était bon. Ouais. Ouellette, on était en Italie à Santa Teresa de Gallura en 89. Puis Franco Facinelli, qui est l'entraîneur national connu en Europe, beau monsieur d'à peu près, je sais pas, il devait avoir 45-50 à l'époque. Moi, j'avais 25-30, peut-être 20, ouais, peut-être moins, 80. Ouais, j'avais 23 ans. Puis il me dit, cette année, ton petit Ouellette, on va l'avoir. Puis on prend un cappuccino ensemble au bar, au comptoir de la pesée officielle. Puis je dis, n'importe qui est dans le tournoi contre Ouellette. N'importe qui. J'ai même pas besoin d'aller voir le tirage. Le tirage commence, puis c'est Ouellette contre... je vais dire son nom, l'Italie. Il pogne l'Italien en partant. Puis Facinelli vient voir et dit, on va le savoir assez vite. Puis Stéphane a gagné par KO. Ah ouais. Pas par décision, pas par TKO, pas par arrêt de l'arbitre, par KO. Puis, dans ce combat-là, il a même pris le temps de me regarder avant de le knocker parce que l'arbitre essayait de le disqualifier.
il essayait de disqualifier Ouellet parce qu'il se rendait compte qu'on était en train de faire mal à l'Italien. OK. Et là, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a bien de la politique dans ce pas. Je le savais dans le temps, mais j'étais plus naïf à ce moment-là. Plus jeune. Puis à mesure qu'il a donné le dernier coup de poing, là, pendant qu'il le frappait, il me regardait dans le coin en me dire « Qu'est-ce que tu penses de lui? » Le gars est tombé par en avant, ils ont mis de l'oxygène, ils l'ont sorti en ambulance. L'événement l'a arrêté, puis ils ont repris ça plus tard. Fait que Ouellet est quand même médaille d'or du tournoi. Et c'était ça, Stéphane Ouellet. Puis le seul gars qui l'a battu, après 52 victoires internationales consécutives, là, c'est Ariel Hernandez de Cuba en 89 au championnat du monde à Porto Rico. Puis les Cubains, c'est... Puis le Cubain est devenu champion olympique 2 fois après ça. Oh, ouais, c'est des machines. Puis moi, je me rappelle, c'est un peu de ma faute, cette défaite-là. Je dirais pas juste de ma faute, mais j'ai paniqué dans le coin parce qu'on savait plus comment perdre. On avait tellement gagné que ça se met comme pas. Ben voyons donc. Ouais. Comment pas penser à ça, non, que ça se pouvait, pas de plan B, on le savait un peu, tu sais, que ça allait être dur. Ouais. Mais à mesure tout ce qu'on faisait, il n'y a rien qui marchait. Fait que moi, je me rappelle de ne pas avoir été très efficace dans le coin. Peut-être que ça n'aurait rien changé avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais le gars qui nous avait battus, on ne l'avait pas vu venir. Puis finalement, le gars est devenu champion olympique 2 fois. Fait que c'est pas un déshonneur. Donc, puis Stéphane Ouellet, qui aurait pu aller aux Jeux olympiques de 92, qui a battu Raymond Downey chez les amateurs. Là. Downey, médaille de bronze aux Jeux olympiques. Il est au championnat canadien. Stéphane Ouellet, le bas est facile. Fait qu'il est qualifié pour les Jeux olympiques, ou il reste à l'eau qualification olympique. Il a dit « Oh non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Il a dit « Ça m'intéresse pas? » Ça m'intéresse pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, il est devenu boxeur professionnel. Ah ouais, qu'il voulait vraiment faire le switch tout de suite. Fait qu'il a fait ses débuts, je crois, 91. Tu devais capoter, toi? T'es comme, mais c'est moi, là, mais non, mais j'étais plus avec lui. Là, t'étais plus avec lui? Non, on l'avait, il avait quitté Jonquière. En fait, on avait eu un petit un différend à Jonquière. Fait qu'il il était rendu. C'est Yvon Michel qui était avec lui, puis il se passait des belles affaires. Il venait quand même à l'occasion s'entraîner à Jonquière, mais... Donc là, c'est début pro qu'il a fait à Jonquière, live à RDS à l'époque. C'était rare. Là. Écoute, tu fais tes débuts pro à RDS. Un gros hype. Je pense que c'est un 17 décembre 91. Je me rappelle de ça. Mais j'étais pas, je me rappelle d'avoir vu des images de ça. J'étais pas, mais ouais, est-ce que Stéphane a peut-être un style plus amateur que professionnel, finalement? Parce que, tu sais, c'est un gars qui bouge beaucoup, bon jab, escrimeur quasiment. C'était un manque de passion. Il était pogné encore avec ce talent-là, lui. Là, il est devenu un athlète professionnel. Il faut qu'il soit motivé. Puis, il s'est passé beaucoup de choses dans sa carrière chez les pros. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui à son combat contre Alex. C'était contre Alex Hilton? Ouais. Le premier, ça? Le premier contre Alex? Ouais. Ici, les débuts pros de Etherbox, là, un 3 avril. C'est ça, avril 97 à peu près. Moi, c'était mon premier combat chez les pros avec lui. Puis par la suite, bien évidemment, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des défaites, il s'est fait knocker. Mais avec le petit peu d'entraînement qu'il faisait, puis les performances qu'il faisait, qu'il livrait, c'était impressionnant. Est-ce qu'il venait au gym? Il s'entraînait dessus? Est-ce que des fois, il venait pas, puis là, le combat approche, puis il est comme, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais? Son premier combat contre Dave Hilton, le plus de rounds qu'il avait réussi à faire à l'entraînement, c'était 6. Puis je me rappelle d'avoir dit à Yvon Michel dans le combat, il était en train de gagner le combat contre Dave Hilton. On était rendu au 10e, 11e. Ça allait bien. Quel athlète. Incroyable. Quel athlète. C'était beau. C'était une belle performance. Puis Éric Lucas, lui, qui était là tout le temps, ça l'écœurait des fois. Il disait, tu sais, il a manqué comme un mois de course le matin. Là, cette semaine, on fait, exemple, on va faire un test, on va faire un VO2 max, on va faire un 1500 mètres. 1500 mètres, c'est cruel sur une piste. Là. Stéphane ne s'était pas pointé, il vient faire le 1500 mètres, finalement, tout le monde. OK, il y avait des aptitudes... Des capacités physiques incroyables. OK. Mais ce qui peut-être des fois amène la paresse parce que du bon, regarde, là, ça marche. Stéphane, il pensait même pas à ça. Là. Non. Lui, c'était un petit gars plus. C'était une belle personne. En dedans de lui, là, c'est un gars qui a zéro méchanceté. Ouais. La vie est belle. Puis si toi, t'es déçu de moi, ça me fait de la peine, mais gars, moi, je vis de même. C'est comme ça, Stéphane Ouellet. Puis trouvez-moi quelqu'un aujourd'hui qui a dit Stéphane Ouellet te parlait en mal de moi, là, il n'y en a pas. Non. Ce petit gars-là, là, il a surfé à travers toute cette affaire-là, bien positif, bien de bonne humeur. Puis oui, il y a eu du monde déçu alentour de lui, mais en bout de ligne, lui, il était lui-même. Là. Moi, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui. Quand il y a eu le rematch, le 3e combat contre Dave Hilton. Oui, qui a finalement gagné, ouais. Là, c'est lui qui est venu me voir dans le gym. Il dit, Stéphane, je voudrais un 3e combat. Je dis, voyons, tu peux pas faire 2 ça. défaites, là. Qui va acheter ça? Ben, il dit, là, je te le jure, là, c'est moi qui le décide. C'est moi qui te promets que je vais m'entraîner. Puis si je manque une journée d'entraînement, tu annules le combat. Si j'en manque juste une. Puis je ne sais pas si vous avez vu sa bio, c'est Jacques Poitier qui a écrit son livre. Jacques était avec lui à ce moment-là. Puis Jacques, il dit, moi, je m'engage à faire le transport s'il le faut.
Bon, cool. Puis on a une équipe pas pire alentour. Fait que je vais voir Yvon Michel, puis on en parle, puis ils vont dire ça va être dur à vendre. Puis tout d'un coup, ils vont dire ben écoute, peut-être qu'on va le faire. Puis là, ça donne que Gatti est à Montréal. On fait la Gatti Mania. Ah, c'était contre Hutchison, c'est ça? Ça? Contre Joe Hutchison. En sous-carte. Donc, quel beau moment, on fait la sous-carte Ouellet Hilton co-main event là-dessus. Fait que Ouellet s'entraîne impeccable. Impeccable. Il y a un matin qui me téléphone. On s'entraîne à 7 h le matin. Il a dû m'appeler vers 6h30, 6h15. Il dit, Steph, faut que je te dise une affaire. Il dit, toutes les fois où je t'ai dit que mon auto ne démarrait pas, que j'étais malade, c'était pas vrai. Mais il dit un matin. M'en doutais. Mais un matin, c'est vrai, là, mon char part pas. Fait que j'ai dit, je m'en viens en taxi. Là. Mais tu sais, ça, c'était Stéphane Ouellet. Très drôle. Puis cette fois-là, il s'était entraîné de façon impeccable, puis il avait joué avec Dave Hilton. Il s'était amusé avec. Oui, magnifique. Vraiment. Puis aussi, ça nous montrait que de l'autre côté, quand Dave Hilton était favori, il a de la misère à supporter la pression. Oui. Pas mal l'histoire de sa carrière, lui aussi. Oui. Mais pour en revenir au premier combat, t'étais-tu d'accord, toi, que cet arrêt-là? J'imagine que non. En même temps, il a tourné le dos. Il s'était fait casser le nez, je pense. Ouais. Bah, peut-être pas juste à ce moment-là. Il s'était fait toucher solide avec le jab de Hilton en début. Ouais. Puis, pour ceux qui ne se rappellent pas, on n'a jamais une rafale de coups. À un moment donné, c'est un peu tourné en dessous des câbles un peu, puis là, l'arbitre arrêtait ça. L'arbitre aurait C'était presque fini. C'est un peu comme Meldrick Taylor. Même affaire. Peut-être pareil, il restait comme 7-8 secondes dans le combat. L'arbitre aurait pu lui donner un compte de 8 parce que c'est les câbles qui l'empêchaient de tomber d'une certaine façon. Ouais. Est-ce qu'il aurait réussi à finir le combat? Peut-être. On ne le saura jamais, mais... ce qui est étrange, c'est qu'on n'a jamais revu l'arbitre par la suite. Ah ouais? Ça, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. Ouais, non, ça n'avait pas bien passé, cette décision-là. Je me rappelle très bien. Puis le combat revanche, ça s'était vraiment pas bien passé. J'imagine que l'entraînement, ça n'a pas été top cette fois-là. C'était pas le top. Mettons, c'était pas son meilleur entraînement. Ouais, il y a des combats qui... tu sens que Stéphane, c'était pas nécessairement entraîné ou presque pas. Tu sais, en lisant la bio... Mais je me rappelle des fois, Yvon qui disait, Steph... partait sur des ballons. Là, ouais. Il dit, mais si on le protège tout le temps, il n'apprendra pas. Fait que des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? On le protège tout le temps? Puis il y a des fois où lui a même décidé de le laisser boxer sur un événement, je pense, à Saint-Léonard, où il disait faut qu'il tire des leçons là, de ça. Mm-hmm. Mais Stéphane, il le voyait pas de même. Je pense pas qu'il voyait ça comme ça. Il voyait comme, écoute, là, je n'étais pas dedans. Quand je vais être dedans, ça va aller. Mais il faisait sa vie on the side. Lui, c'était pas quelqu'un qui rêvait d'être champion. Je pense pas. Du tout. Il boxait, puis il y avait du fun là-dedans. Il était pogné avec ce talent-là, moi, je dis. Il était victime de ce talent-là, des belles mains. Puis, tu sais, je me rappelle quand il disait, moi, mon père, c'est un peintre, puis moi, je suis une peinture dans le ring, puis il se voyait de même. Ah ouais. Tu sais, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont sorti des bowliners comme lui. Pour les journalistes, là, c'était incroyable. Ouais, ça vendait un combat naturellement, ce gars-là. Il dit, moi, quand je marche au ring, c'est comme je marche vers la mort. Ouais. Puis avec sa musique aussi, c'était un peu ça. Là. Oui. Ça, d'ailleurs, tu peux en parler un peu de l'ambiance de ces combats-là? Hilton Ouellet, c'était quelque chose là, à l'époque. Là, c'était ça faisait longtemps que ça n'avait pas rempli. C'était-tu le forum à l'époque? Moi, je pense que c'était le forum. Le premier, ouais, peut-être. Ouais, c'était le forum. C'était un peu les Anglos contre les Franco, la mafia contre les motards. Il y avait une ambiance survoltée. C'était plus gros que la boxe. C'est le premier où il y a eu le retour de Mambouché. Ah ouais, OK, c'était ça. Ouais. Okay, durant la soirée, les gens sont tournés, puis c'est Maurice Montboucher qui descendait dans les gradins. Puis tout le monde savait c'était qui, là, j'imagine. Ouais. Probablement. Moi, j'étais moins familier que les gens de Montréal puis ces affaires-là, mais je l'avais vu. Le soir même, on le savait pas, on l'avait su plus tard. Là. Toi, comment tu avais vécu ça, cette soirée-là? Je veux dire, c'est énormément de pression, puis tu sens que ça peut virer mal aussi. Là, je me rappelle de... Le combat de Butler là, qui a mal viré là, au Centre Bell, des fois, ça sentait explosif quand même. Mais c'est des choses qui... Puis la fin du combat aussi a été controversée, fait que ça aurait pu péter, là, pour vrai. Là. Si on commence juste à l'entraînement public, c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Là. On se ramassait à Blue Barnes devant 2500 personnes à l'entraînement public, où tu sentais que tu avais le clan Hilton, tu avais le clan Ouellet, puis comme tu l'as bien dit, là, il y a du monde qui détestait Hilton, puis il y a du monde qui détestait Ouellet. Là. Fait qu'on s'enlignait dans une affaire de même. Conférence de presse, c'était ça aussi. Il y avait quelque chose de profond dans ces promotions-là qu'on n'a pas revécu depuis peut-être Pascal Boutet, mettons. Ouais.
Ouais, c'était Mettons, gros. là. Pascal Boutet, c'était Ouais. gros, là. Ouais. Mais mis à part ça, là, c'était des moments magiques. On savait pas qui. Ceux qui étaient là avant nous avaient fait des cuissons Hilton, Ouais. qui ont vécu ça aussi. Dino Clavette avec Alex. Il y avait des belles rivalités aussi. Des Sigouins. Fernand Marcotte. Oui, Marcotte, Melo Voilà. Marcotte, exactement. Mais de l'ère, on va dire, moderne, là, de ces années-là, c'était des promotions qui c'était incroyable. Mais je pense que c'est important d'en parler puis de s'en rappeler parce que, tu sais, je veux dire, ça, c'était le titre canadien. Tu sais, c'était hallucinant. Là. Depuis, on a eu des champions du monde, on est rendu habitués. Là, on a des champions du monde, nous autres, il n'y a pas de stress avec ça. Mais crème, il n'y en avait pas à l'époque. Là. C'était... Mais tu as juste à reculer, comme tu l'as dit, il faut s'en rappeler, ce que Spitzer faisait au Centre Paul Sauvé. Il mettait Gaétan Hart en championnat canadien contre un gars de Toronto, puis il y avait 7000 personnes à tous les mois. Là. Il y a 5, 6, 7000 personnes à tous les mois. Ouais. Puis il n'y a pas personne dans ça vraiment qui était proche de devenir champion du monde. Ouais. Mais les gens étaient des fans de boxe. Ouais. Gaétan Hart, c'est quand même quelque chose d'attachant. Ah, vraiment, vraiment. Moi, écoute, je ne sais pas pourquoi, moi. Moi, j'avais 9 ans, 10 ans à Jonquière, puis je demandais à ma mère, peux-tu aller acheter le journal? C'était le Montréal Matin, mais on l'avait notre journée en retard, souvent au Saguenay. Ouais. Puis elle disait, pourquoi? Je voudrais voir les résultats qu'il y a eu la boxe à Montréal. Puis là, je disais Gaétan Hart. Ben, je sais pas qu'est-ce qui m'accrochait dans ça, mais Gaétan Hart, il m'a accroché quand j'étais à Jonquière, quand j'étais jeune, imagine. Ouais. Puis je me demandais pourquoi j'aimais ça. C'est quelque chose qui vient me chercher dans ce sport-là, bizarre. Là. C'est comme le underdog. Là, le comme... travailleur, le grinder. Là. Qui va chercher son steak, là, comme il dit dans le documentaire. documentaire. Vraiment. C'est ça. Puis ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment attachant. Puis ça vient nous chercher, ça vient chercher le vrai Québécois. Là. On a parlé de Stéphane Ouellette qui avait tout ce talent-là, qui était un peu pogné avec, puis il a accompli des grandes choses parce qu'il avait ce talent-là, mais n'a pas nécessairement envie de devenir champion du monde. Mais comme avec lui, c'était son ami d'ailleurs, Éric Lucas, qui était toujours en sous-carte, qui n'avait pas nécessairement le talent le plus naturel, hein, qui a travaillé fort. J'imagine que ça devait le frustrer, là, lui, de voir Stéphane Ouellette qui est toujours à l'avant-plan puis qui ne prend pas son propre talent au sérieux pendant que lui est en train de tout donner. Puis que c'est pas nécessairement... Ça n'a pas été facile au début, là, Éric Lucas, tu sais. Pour différentes personnes, ça aurait pu les frustrer. Mais quand tu connais bien Éric Lucas, ça peut pas le faire. Ça n'avait pas d'effet sur lui. Ah ouais. C'est tellement un gars à sa place, un modeste, low profile, qui lui dit, gars, moi, je fais de mon mieux. Puis en fait, il était reconnaissant parce qu'il disait, sans lui, je ne serais pas là. Parce que la compagnie Boxer qui avait été mise sur pied pour Boxer, ben oui. Avec 50, c'est une idée d'Yvon Michel, qui était pour faire un peu comme ce qu'il avait fait avec Leonard à l'époque aux États-Unis. Tu cherches des investisseurs, et c'était les investisseurs qui faisaient la promotion de Stéphane Ouellette. OK. Et cette compagnie-là payait un salaire à Eric pour être le partenaire d'entraînement, le coloc à Stéphane Ouellette. Donc, il avait son salaire, il vivait de sa passion. Pas riche, mais cette compagnie-là, Stéphane Ouellette, lui permettait de vivre son rêve à quelque part. Donc, puis quand tu connais, comme je me répète, mais quand tu connais Éric Lucas, c'est un gars qui n'envie pas les autres, lui. C'est un gars qui est bien dans sa peau, mais à l'état pur. Là. La définition d'être bien dans sa peau, c'est ça. Là. Mais il avait l'air de le faire pour lui aussi, là, pour se dépasser lui-même, puis Dieu sait qu'il le fait. C'est quand le moment où vous avez fait comme « Hey, sais-tu quoi? Il peut peut-être devenir champion, ce gars-là. » Parce que j'imagine qu'au début, c'était pas le but. Là. C'est comme on va le développer, puis on verra bien. Mais à un moment donné, il y a un moment où probablement vous avez fait comme « Tabarnouche, attends un petit peu. » là. Mais moi, je n'étais pas avec lui dans ce moment-là, mais tu le voyais, j'étais fan. J'ai évolué, là. Ben, je l'ai eu chez les amateurs. Moi, j'ai eu à mon gymnase à la fin de sa carrière amateur, il était avec moi. Puis... c'est sûr que c'est un gars qui avait le cœur gros comme la terre, mais il y en a plein des boxeurs de même qui ont le cœur gros comme la terre qui ne réussiront pas. Ouais. Je dirais que quand il est allé en France contre Tiozo, c'est aller puiser des affaires en dedans de lui qui sont nécessaires pour devenir champion du monde. C'est-à-dire, faut que tu aies, on va le dire, faut que tu aies des couilles grosses comme la terre. Là, lui, ils avaient. Vraiment, vraiment. Hey, c'était un monstre. Tiozo, pas favori. À l'époque, monstre. Tiozo était une superstar. Là, superstar. En plus, il faisait mal. Ils ont grimpé la catégorie de poids. Ils se sont battus. Ils l'ont payé plus, Eric, pour que Tiozo ne fasse pas le poids. Ah ouais. Il y avait tout contre lui. Là. Ouais. Il allé au plancher en partant, puis il est allé dur au plancher. Oui. Il s'est relevé, puis il finit avec une ovation debout là-bas. C'est certain que quand tu rentres au pays, tu te dis « Wow, maintenant, si je baisse de catégorie dans mon poids, moi, je peux sûrement tenir mon bout avec les bons. »
Roy Jones qui ne réussit pas à le dominer comme il aurait voulu. C'est fou à quel point Eric Lucas a eu des victoires dans ses défaites. Parce qu'à l'époque, c'est ça, notamment Roy Jones, c'est comme superstar, il mettait knock-out tout le monde, et là, il n'était pas capable, il avait de la misère à lui faire mal. Fait que ça, c'est des défaites qui sont. C'est des défaites qui deviennent des tremplins, d'une certaine façon. Quand tu as confiance en toi, puis quand tu es un athlète qui est honnête, qui est sincère, qu'il le fait pour les bonnes raisons, et Eric Lucas, ça a tout le temps été ça. S'il donne sa parole qu'il va être là, il va être en avance. Il ne sera pas en retard. Eric Lucas, on fait des blagues. Eric Lucas est tellement arrivé en avance à l'entraînement qu'il doit avoir passé deux années dans son auto à attendre. Mais tu sais, ça donne une indication de la personne. Quand il s'engage, il s'engage. Je ne suis pas surpris. Ouais. Est-ce que c'était surprenant quand il est devenu champion du monde? Parce qu'il avait perdu contre Glenn Catley avant. Puis je ne sais pas comment ça s'est passé, ça. Pourquoi il s'est retrouvé dans cette position-là? Parce que ça faisait pas longtemps qu'il avait perdu par knockout contre Glenn Catley. Est-ce que c'est parce qu'il y a un adversaire qui a tombé ou c'est juste la WBC qui a ordonné ça? On était avec il s'était battu. Catley nous avait battus dans un combat de titre international, de quoi de même. Puis Catley se bat contre Dingan Tobeda. Il gagne. Non, contre Richie Woodall, c'est ça contre Richie Woodall. Ça se peut. Puis on fait un purse bid. C'est Catley est obligatoire. On est obligatoire à Catley. OK. Et c'est le groupe de Catley qui gagne le purse bid. Le combat doit avoir lieu en Angleterre. À Bristol, chez Catley. Ils n'ont pas déposé l'argent. Donc, le combat s'est transféré à Montréal. Ils n'ont pas déposé l'argent. Il y a un problème. Ils ont oublié. C'est souvent. Ça arrive. C'est encore fréquent aujourd'hui. Tu fais une enveloppe, tu déposes un purse bid, tu es avec 10% du montant. Ouais. Mais tu dois remettre le montant qui est un montant minimal dans les semaines qui suivent pour garantir le combat. C'est ça qui est arrivé avec Beterbiev aussi? Oui, dernièrement, exactement ce qui vient de se passer. Là, c'est la semaine passée, exactement. Donc, le combat s'est transféré au Canada. OK. Puis, évidemment, Eric, sa bourse n'était pas aussi intéressante qu'elle aurait été en Angleterre. Mais là, c'est nous qui sommes les promoteurs. Fait qu'on s'est dirigé chez Bob Miller, qui venait d'ouvrir son camp d'entraînement juste au nord de New York. Puis, tu sais, on a eu un camp d'entraînement qui était impeccable. Impeccable, où Eric, là, il a cru du début jusqu'à la fin, où il a fait tous les sacrifices nécessaires. Puis ce soir-là, ça a été, je pense, la soirée qui, à mon avis, a changé beaucoup le cours de l'histoire de la boxe. Un des KO les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Où le bon gars, finalement, gagne. Et Eric Lucas, dans le camp d'entraînement, il écoutait, je l'ai dit souvent ça, mais le film petit joueur de football Notre-Dame, là, Rudy. OK. Il écoutait Rudy. Oui, il y avait une petite télévision 12 pouces, là. Petite télévision sur son bureau, puis il s'assoyait sur le coin du lit, même pas sur le coin du lit. Okay. Je passais devant lui, on avait fini dans mon entraînement, on avait fini le souper. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'écoute Rudy. Puis Eric, il disait, Steph, c'est moi Rudy. C'est mon histoire, ça. C'est un film, ça, big. Là. Puis je repassais le lendemain, qu'est-ce que tu fais? J'écoute Rudy. Tout le temps. Et même, Eric Lucas, il est comme ça, là. Il est comme ça. Il est obsessif compulsif. Routinier. Puis finalement, ce soir-là, ça a été Rudy. Mais ça a été Rudy. C'est tellement émotif. J'ai rarement vu ça, des gens contents pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Oui, moi, t'as raison. Puis moi, ça m'avait marqué par après. Le soir même, je ne l'ai pas vu, mais je regardais des vidéos le lendemain. Puis les gens faisaient des high-fives, des gradins. C'était comme, on s'embrasse, on est content pour ce gars-là. Oui. C'était magnifique. C'était un coup qui avait été préparé à vraiment. Eric ne voulait pas le faire. Il ne voulait rien savoir. Ça a pris 2 semaines avant qu'il accepte. Il ne voulait pas le faire? Non. Eric, dans sa mentalité, c'est des coups de poing qui sont longs, on ne les voit pas venir. J'ai dit, ouais, mais si le coup de poing il est long pendant que l'autre, il y a un pattern, parce que ce que je faisais souvent à l'époque, je peux le faire moi un peu aujourd'hui, c'est que tu fais accélérer un mouvement d'un boxeur. En fait, tu l'écoutes comme toi, je suis certain, quand tu regardes ton spectacle, comme moi, si je me regardais en accéléré, je dois faire les mêmes mouvements qui reviennent. Ouais. Fait que c'est un pattern. Oui, j'avoue. On voit ça, oui. Ouais. Puis, Catley avait un mouvement qu'il faisait tout le temps, c'est qu'il faisait ça de même. Tout le temps. Je dirais, si on le frappe pendant qu'il a la main haute, c'est sûr qu'on va le frapper qu'il va avoir la main basse. Quand on part ça le long, pendant qu'il a la main haute, par le temps qu'on va arriver, il va être baissé. Il n'y avait jamais sa défensive comme ça. Il switchait un peu. Il faisait ça quand tout le temps. Ouais. Et là, je dis, gars, quand il va être là, si on fait ça, pendant qu'on fait ça, il dit, il va le voir. Je dis, écoute, c'est là l'entraînement. Là. Non, il essaie pas, je vais rien savoir. Ouais. Puis à l'entraînement, il l'a fait contre Kevin Pompey, puis Pompey va à terre. Là, Eric, il disait, hey, t'as tout stagé ça, je
Je dirais, te le jure, j'ai rien à voir dans ça. Puis plus ça allait, Kevin Pompey disait, Éric, je sais pas ce qui arrive avec toi, mais tu me fais mal de ce temps-là. Lucas avait des mains pesantes. Mais il voulait tellement être bon techniquement, puis il était mauvais techniquement. Il n'était pas un bon technicien. Ouais. Il était fort. Puis quand je me rappelais de lui chez les amateurs, c'est un gars qui knockait des gars, Éric, chez les amateurs. Okay. Il avait knocké Pierre Jouet avec un uppercut par en dessous. Il avait des mains pesantes. Mais là, il voulait tellement comme accélérer sa vitesse, essayer de copier un peu Wallet, que souvent, Éric, ses coudes passaient en avant de ses coups de poing, puis ça donnait ce genre de coup de poing-là. Ouais, tu regardais Éric Lucas, sa main droite, c'était ça. Ah ouais. Ça. Puis ça, là, tu peux pas avoir de force dans ça. Alors que moi, ce que j'ai fait, je dis, gars, tu vas descendre ta tête là, tu vas la partir en arrière. Puis encore une fois, comme Jacques Jean, son coude est arrivé en arrière de son coup de poing. Puis je me rappelle qu'Atlet, après le combat, il avait dit, on dirait que c'est pas le même gars avec qui je me suis battu. J'imagine. Puis on avait 3 fois à terre, je pense. Puis j'avais dit, Éric, puis c'est pas pour me vanter aujourd'hui, mais puis il y avait des gens dans le gymnase, j'ai dit, quand il va tomber, là, tu vas passer par-dessus lui, la manière qu'il va tomber, parce que tu vas le frapper de même, il va s'écraser là, puis avec ton élan, tu vas passer par-dessus. C'est exactement. Ça s'est passé de même, là. Ça, des moments comme ça, en tant qu'entraîneur, tu dois triper. Hein? Comme, on a pratiqué ça, c'est ça qui est arrivé. Ouais, mais c'est la relation que ça développe avec l'athlète. Ouais. C'est ça que ça confiance. donne. Tu deviens comme ça, là. Comme ça. C'est ça qui fait la chimie. Je suis certain que quand Claude Julien a gagné la coupe avec les Browns, qui a dit à Patrice Bergeron, si on fait ça, puis les gars, ils scorent un but, ben, pour Patrice Bergeron, Claude Julien, je parle de ça, je suis un fan des Browns. Ah ouais, pour Patrice Bergeron, Claude Julien sera tout le temps un grand coach. C'est sûr. Mais c'est pas encore le cas à Montréal. Après ça, c'est ça, Eric est devenu champion. Après ça, c'est ça, toi, tu as vécu pas mal les gros événements de l'histoire de la boxe au Québec. C'est parce qu'un des autres gros événements, c'est la défaite contre Marcus Bayer en Allemagne. On en parle encore de ça, je veux dire, c'est quelque chose qui a été... 3 avril 2003. C'est un des gros vols que j'ai vu dans ma vie, là, quand même. Là. C'est une des décisions... Est-ce que l'Allemagne est réputée pour ça? Je sais pas si c'est encore le cas. Là. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gros galas. Il y en a moins. Depuis que les fils Sarlen ont pris la business, ils ont beaucoup plus de misère. Ils ne sont pas capables de faire la bonne promotion comme leur père faisait. Ouais. Est-ce que vous le saviez en prenant ce combat-là, comme on s'en va là? Puis... Non. Non? Zéro, aucune idée de ça. Ben, tu as confiance, tu fais confiance au système. Puis, tu as défendu, Eric avait 4 défenses à ce moment-là, je pense. On avait battu Dingen Tabella, première défense, Pazienza, Chica. C'était sa 4e défense, donc, avec le combat. On a gagné le championnat, ça va être notre 4e défense. C'est ça, j'en manque pas. Fait que tu as l'impression que la WBC, elle t'aime bien. Tu es champion, tu donnes 3% de ta bourse, tu fais rouler la business, puis Eric il est populaire à Montréal. Il y a des foules popées. Avec Chica, ça va être une belle foule. Fait que tu penses que tu fais partie de leur grande famille. Tu vas te faire respecter. Puis quand tu arrives là-bas, puis là, tu regardes l'histoire. Après ça, tu m'as regardé l'histoire des Allemands avec la WBC. Tu dis, quand même. Mais la WBC... les Suleiman puis tout ça, là, sont assez louches un peu. Il y a beaucoup d'historiques quand même. Là, dans toutes les associations. J'imagine. Je les connais pas toutes. On je les entends plus parler. On entend plus parler parce qu'ils se mêlent beaucoup d'affaires qui les regardent moins des fois. Puis ils vont essayer de prendre du plancher où ils ne devraient pas en prendre. Par exemple, faire la super ceinture qu'ils vont donner à Canelo pour son combat. Puis Canelo, il dit diamant. Je la veux même pas, cette ceinture-là. Tu comprends? Mais c'est pour juste avoir l'argent qui vient. Ben oui, c'est ça. Il y a un pourcentage de ta bourse qui vient avec ça. Donc, quand on était en Allemagne, tu tires des bonnes leçons de ça. On est arrivé là-bas, il y avait des Mercedes qui nous attendaient. C'était le commanditaire principal de l'événement. Ils nous ont emmenés à notre hôtel qui avait réservé pour nous. Il y avait comme 75 Québécois qui étaient venus à ce combat-là, là-bas. C'est énorme, là, pour suivre Eric. En Allemagne, il avait dit, on vous a réservé un hôtel, puis c'est à peu près juste des Québécois qui vont voir à l'hôtel. Okay. Fait que c'est tous les gens des cages au sport, les propriétaires. La gang d'Éric Lucas était là. Tous ses chums, sa famille. Ils nous ont réservé un gymnase à 2 minutes de l'hôtel. Ils nous ont réservé un spa jacuzzi. Okay. Tout est... On n'a jamais été bien traités de même. Fait que ça, c'est la force des Allemands. C'est on va les garder de compte, on va les garder de bonne humeur, on va les laisser dormir durant on va les flatter le dos avant de... Puis à la fin de tout, ils ont dit merci beaucoup, vous avez aimé votre séjour, maintenant allez-vous-en. Le mauvais coup, c'est la décision. C'est à nous autres maintenant. Ouais. Puis on est désolé, vous êtes super fins, vous êtes gentils, là, mais on garde la ceinture ici. Ouais. Mais ça, j'imagine que tu le sais pas non plus, mais comment qu'on fait pour
sais, je veux dire, il y en a eu beaucoup, là, de décisions en boxe. C'est un problème. Là. Ben, si tu peux, quand tu as les moyens, ben, tu vas juste pas te battre là. Tu y vas pas. Ouais. Gars, Floyd est jamais allé là. Oscar est jamais allé là. Les Américains vont Oh, pas. oui, je comprends. Il vient chez moi. T'as vu, si t'es un Allemand, t'es bon, ben viens te battre chez nous. Puis en général, ils gagnent pas, les Allemands. Mais comment tu fais pour soudoyer des juges, j'imagine? Je sais pas trop comment ça fonctionne. Non, tu l'amènes non. souper, tu t'occupes de lui. Ou, tu sais, Ben, je comprends pas comment ça peut fonctionner, cette affaire-là. C'est du traitement à long terme, par Ouais. exemple. Tu sais, si un des juges, par exemple, va souvent en Allemagne, puis en Allemagne, il est vraiment bien traité à chaque fois qu'il est là, comme tu dis, bon, il veut l'invite à revenir. souper. Ben oui, il va dire, oh, ben, moi, j'aime ça ici. Puis là, je peux donner un round serré. Serré, Lucas, je le connais, mais j'ai jamais été vu, je ne connais pas son promoteur. Ouais. 19. Tu sais, c'est un peu ça. Puis la WBC, je pense qu'à l'époque, Sarlen donnait, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars par année à la fondation de la WBC également. Que tu te mets à regarder tout le système, le protocole, les congrès, durant le congrès, Sarlen achetait combien de places au congrès à chaque année? Tu sais, j'exagère, là, mais, Oui. Mais je comprends. tout est calculé dans ça. Ouais. C'est-tu la seule décision controversée que tu as vécue dans ta carrière? Ou, c'est sûrement la plus grosse, là, j'imagine, là, mais y a-tu. Tu sais, j'imagine, il y a toujours des décisions qui, bon, ça va pas de ton bord, mais tu peux comprendre, tu considères pas que c'est un vol, là, mais. Ouais, je dirais que c'est probablement la plus controversée. Ouais. J'en ai eu quelques-unes qui étaient comme. Mais tu sais, avec les années, tu te dis, bon, on en perd, on en gagne, on en gagne. C'est normal. Ouais. Mais... Puis il y a des fois, par contre, où c'est peut-être moi, avec mon boxeur, qui a brisé le party aussi. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment un feeling incroyable. Avec Alain Bonamy en Angleterre. Quand il s'est battu, il y avait moi, Bob Miller, Alain Bonamy, contre 8000 personnes qui rentrent au York Hotel, je pense. On se bat contre Adrian Dotson, qui est promu un très bel avenir. Gaucher, slick. Prospect. Ouais. Puis on va là pour le titre du Commonwealth. Puis on perd le premier round. On va au plancher au troisième. On perd le quatrième, cinquième. On va au plancher au 6. Mais les bonhommes, tough. Puis je vois de l'autre bord qui commence à baisser. Dotson est fatigué, est épuisé. Mais il fait quand même encore bien. Il nous bat quand même. Là. Mm-hmm. Et il baisse de régime. Puis là, il nous reste un round. Ça passe, ça casse. Ouais. Puis on ne gagne pas au point, là. Pas Ouais. proche. Je dis, Alain, écoute, ce round-là, là, tu vas courir après lui. Tu marches pas, tu cours. Cours après lui. Pas une seconde qu'il faut qu'il respire. Fait qu'Alain, il part en courant, la cloche à sonner. Il part en courant dessus. Puis là, il frappe. Puis il frappe pas vraiment, mais il essaye, il frappe. L'autre, il était épuisé, il s'est baissé, puis il a mordu Alain. Il a mordu. Il l'a mordu, Alain s'est reculé, puis il a fait « Ah! » Puis là, t'es sur l'écran géant, puis le gars, il comme se fait prendre en mordant Alain. Ouais. Puis Alain, il a tout le signe des dents. Fait qu'on a gagné par disqualification. Ah ouais, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Ouais, au 12e round. Fait que, on a battu, puis là, tout le monde était... Là, par tout le monde morsure. Ouais. Mais tu sais, mais c'est ça. Fait qu'on a quand même brisé le party là-bas. Là. Puis ça a été un beau moment. Incroyable. Ouais. Hey, en terminant, j'aimerais ça te parler. Je sais que tu as travaillé un petit peu avec Georges Saint-Pierre, si je me trompe pas. 3 combats, ouais. T'es-tu un fan? Suis-tu un peu ça, là, les arts martiaux mixtes? Ou c'était juste comme un contrat en particulier? Puis... Ben, il était venu me voir avec ses partenaires, avec Philippe puis son collègue. Je connaissais pas ça vraiment. Là. Je suivais un peu, je suivais ça, mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est que Georges venait à mon gymnase avant d'être champion du monde. Ah ouais? Il venait mettre les gars avec Boutet, avec Diacono, puis on le connaissait pas beaucoup. Là. Okay. Moi, je disais, wow, quel gars courageux, il revient. Ça allait pas bien, les sparring. Ben, j'imagine, parce que c'est quand même autre chose. Là, mais quand même, je dis, Georges, tu serais quand même un champion canadien en boxe. Tu serais capable d'être champion. Ah ouais, ok. T'évalues ça, toi, moi, ouais. Oh oui, tu sais, il y a un beau jab, je trouve. C'est un athlète. C'est vraiment un athlète. Ah ouais. Ben, ce qui était surprenant, c'est qu'il revenait le lendemain, puis des fois, une semaine, on le voyait pas, il revenait une autre fois. Il me rappelait, il disait, j'ai encore envie de sparring. Puis il était modeste, il disait, moi, là, je suis pas bon dans ça. Là. Je disais, ben, Georges, t'es quand même pas pire. Puis avec le temps, ben, on s'est croisés à quelques reprises, puis à un moment donné, il s'était fait knocker. Puis il était venu me voir, il dit... contre Matt Serra. Ouais, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis, moi, je pense telle affaire. T'as fait des petites erreurs là. Fait qu'il m'appelait de temps en temps de même pour des trucs un peu au niveau de la boxe. Puis jusqu'à un moment où il a dit, pourrais-tu me préparer pour ce combat-là? C'est son combat de retour contre Diaz. Ouais. Non, avant Diaz, c'était Condit. Ouais. Condit le premier. Ouais. Diaz, qui est un vrai boxeur. Puis après ça, le gars avec la barbe, là, qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, il prenait des stéroïdes, lui. Ouais. Ben, Georges, il m'avait raconté des choses là, c'était intéressant sur les stéroïdes, justement. Il avait dit, tu le sais maintenant, quand tu t'entraînes avec un gars qui a pris des stéroïdes. Tu le sens, ouais. Oui, il dit grande. Il dit, il y a un bruit, là. Puis, tu sais, s'il n'y a plus accès à ces stéroïdes. Georges, il disait, si le gars il est plus fort que moi physiquement, là,
c'est parce qu'il est sur du stock, parce qu'il dit personne ne peut être plus fort que moi, je suis plus fort que tout le monde. Il dit, je suis une force, tu sais, il dit pas prétentieux de même. Un là. corps d'athlète. Mais il dit, moi, là, je sais qu'à 170 livres, il n'y a personne fort comme moi. Je suis d'un top. Ouais. Fait que si tu es vraiment plus fort que moi, c'est pas normal. Puis si après 4 semaines, tu es encore plus fort que moi, on va le voir. Mais il dit, après 4 semaines, là, il dit, quand je les sors comme des guenilles, c'est parce qu'ils étaient sur stock, les gars. Ouais. Puis quand ils se battent avec eux autres, ben lui, il l'entend. Il dit, là, il l'entendait gronder contre lui. Quand j'étais allé au sol, il dit, il grondait. Je disais, Comme un cheval. Ouais, exactement. Mais c'est un athlète impressionnant, Georges. Ouais, j'ai envie de te poser cette question-là, justement. C'est quoi c'est qui le plus grand athlète avec qui tu as travaillé? C'est-tu Georges? Parce que j'avais posé la question à Marc Ramsey, puis il me disait que c'était Jean-Pascal. Puis lui, il entraîne quand même Beterbiev. Il me dit, non, Jean, au niveau athlète, quelque chose. Toi, c'est qui l'athlète le plus naturel, c'est un outil incroyable avec qui tu as travaillé? Tu as travaillé avec quand même des tops. Ouais, là. mais j'étais obligé de dire Georges. Ah ouais, j'imagine. Moi, je pense que Georges... Georges, c'est le meilleur de tous les temps dans son sport. Fait que... Je pense qu'il est le meilleur athlète, tout sport confondu, en termes de performance. Parce que faire 25 minutes dans un combat, ils font 25 avec 4 minutes de repos. Là. Puis là-dedans, tu as des contractions physiques musculaires maximum. Tu fais de la lutte au sol, là, tu bloques ta respiration. Puis tout d'un coup, tu te lèves, il faut que tu danses. Hey, les rounds sont 5 minutes, c'est quoi cette affaire-là? Avec 4 minutes de repos, quand tu penses à ça. C'est fou. C'est inimaginable comment que ce sport-là est difficile, puis il faut que tu performes dans beaucoup de départements. Donc, il est excellé en lutte, il est excellent en judo, c'est un gars qui a un équilibre exceptionnel, coordination. Puis, où ça devient intéressant, c'est sa transformation quand il marche au ring. Quand il te compte ça, tu te dis « Wow! » Tu sais, il dit « Durant les derniers entraînements, on est un groupe. Là. On est au TriStar. Là. Il y a son gars d'Australie qui est en Jiu-Jitsu, en ci, en ça. Il y a le lutteur. On est toute une gang de coachs, puis on fait tout 2-3 minutes avec lui. Là. Okay. Tu sais, puis hey, ça a bien été, c'est beau, bel job d'impact, c'est cœur, hein, c'est bien le fun. Puis là, genre, il se promène, il dit Fuck, I'm a fucking coward, I'm this, I'm that. Moi, je dis à Firage, je dis est-ce que tout va bien? Tout est normal. Ah, oui, de même. Puis genre, j'ai dit quand le gars, le monsieur qui écrit GSP time, là, quand c'est le temps de marcher au ring, il vient dans le vestiaire et il écrit This is GSP time. Il dit moi, je m'arrange pour être devant mon miroir. Là, je serre mon bandeau. Là. Son petite affaire, là. Ouais. Il dit là, je deviens invincible. Mais ça commence juste là, moi. Mais il dit là, quand j'essaierai ça, il n'y a plus personne qui peut me battre. Ben, tu sais, ça, c'est la beauté d'exprimer ses peurs, ses craintes, puis les canaliser, puis dire là, je m'en vais livrer une performance. Ah, quelle histoire incroyable. Ah, c'est beau, Georges Saint-Pierre. C'est de toute beauté. Puis je trouve ça intéressant que tu aies travaillé avec sur la boxe, puis que ça a été un athlète qui a respecté la boxe. Parce que je sens que ça a été une grande partie de son succès. Tu sais, quand Georges s'est mis à utiliser son jab, ça a été un des premiers dans les arts martiaux mixtes à utiliser le jab, puis ça fonctionne. Je veux dire, ça stoppe des attaques, cette affaire-là. Là. En UFC, ils sont des très, très mauvais boxeurs. Ben oui. J'ai toujours trouvé mais ça. Ils ne peuvent pas boxer non plus. Ils ne peuvent pas à cause de leur position. Ouais, parce qu'ils se battent tous de même pour éviter des coups de pied. Prêt, ouais. Des coups de pied, parce que ça fait mal, un coup de pied. Mais tu ne peux pas boxer avec des mains. Si tu as les mains là, tu peux boxer. En fait, tu boxes comme tu conduis une voiture. Mais tu ne peux pas conduire une voiture de même. Non. Mais regarde, les gars de UFC, ils sont beaucoup comme ça. Fait que tu peux pas avoir de fluidité avec des mains de même. Puis Georges, dans le combat, il était capable de s'enligner de main. Moi, je le voyais, il se transformait dans le cas, il faisait ça. Là. Hop, il va boxer. Là. Il se replaçait, checkait ses coups de pied. Ah ouais, il fallait faire un switch. Il est brillant, Georges. Il est capable de tout canaliser ça. Aussi, il tournait bien ses épaules de même. Là, il pouvait jabber plus loin. Ouais. Puis un jab impressionnant. Il y avait un plus beau jab qu'une majorité de boxeurs. Un beau petit piston, là. Ouais. Puis un athlète pur, un vrai athlète pur. J'imagine que toi, c'est la première fois là, que tu entraînais des athlètes d'arts martiaux mixtes. Ça doit être complètement différent. Tu peux pas montrer les mêmes affaires. Moi, je travaille pour Firaz. Tu as raison. Moi, c'est Firaz. Il venait à mon gymnase en même temps. Je disais là, moi, je vais faire des affaires. Tu me diras si ça a de l'allure ou pas. Ben, dis, gars, ça, il faut faire attention. Il faut tout le temps penser qu'il y a un coup de pied qui peut arriver. Fait que, ce qui est beau en boxe, quand tu passes en dessous d'un coude, là, en boxe, là, tu passes pas en dessous d'un coude en UFC, tu vas finir avec un coup de genou. Là. Fait que, il y a ça, l'adaptation, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à mesure que j'écoutais des combats avec eux, que je regardais des combats, là, je comprenais des choses. Là, gars, là, il a passé à un cheveu de réussir ça. Là, il est en train de préparer ça. Ça, je le voyais pas. Moi. Maintenant, je suis capable de le voir un peu plus, comme quand Ronda Rousey elle a perdu contre Holly Holm, qui est une boxeuse. Ouais. Ben, si tu regardes le combat aujourd'hui, avec un spécialiste, comme 3 fois, là, 3 fois Holly Holm était à ça d'être strike-out. Là. Ça, là.
puis elle s'est défaite d'une petite affaire. Mais Ouais, ça, ouais. nous, vu qu'on n'est pas des spécialistes, on le voit pas tout le temps, ça. Ouais. Mais quand tu l'écoutes avec un spécialiste, ce gars-là, là, c'était presque à la perfection de Ronda Rousey. Puis elle a passé une catastrophe. Finalement, ça a viré en catastrophe. Ouais. C'est un sport qui est très, très complexe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, entraîner d'autres athlètes? Parce Oh que oui, j'imagine oh que oui, Georges, c'est un des rares qui a les moyens d'aller dans tous les départements puis pouvoir s'entraîner comme à un haut niveau de plusieurs sortes. On en a eu quelques-uns, mais évidemment, tu sais, tout le monde parle que de Georges parce qu'il est ce qu'il est. On en a eu d'autres qui n'ont pas eu le même succès que lui, mais c'est un sport qui est très, très dur. Mm-hmm. Tu sais, ce qu'il fait présentement, Dana White, il fait la même chose que Don King faisait à l'époque. Oui. Il signe un paquet de gars, il les a tous, puis les gars se battent les meilleurs contre les meilleurs tout le temps. Ouais. Ils sont pas super payés, puis ça dure pas longtemps. Exactement. Ça dure pas longtemps. Ouais. Mais c'est le fun pour les fans. Là. Moi, je suis un fan. Ben oui, moi, j'ai ben tous oui. les combats que je veux tout le temps. Tout le temps les meilleurs combats, les meilleurs contre les meilleurs, puis c'est ça que la boxe devrait refaire beaucoup plus. C'est vraiment difficile d'avoir les combats qu'on veut. Hey, parlant de ça en terminant, après ça, je te laisse. Parlant de combats qu'on veut, toi, comment tu vois ça, la revanche Tyson Fury contre Deontay Wilder? Comment tu vois ça se dérouler? Le premier combat était absolument incroyable, là, un des combats de l'année. Comment tu vois ça, toi? Comment tu entrevois ça? Je veux avoir ton avis d'expert. Tyson Fury est extrêmement bon. Ouais. Il est fluide, il est détendu. Défensivement, il est alerte. C'est un géant. C'est un génie aussi. Ouais. Il est bon, il est brillant, il est dur à boxer. Wilder, ben, il l'a dit, on l'a vu contre Ortiz. Il dit avec moi, ils sont obligés d'être concentrés pendant 36 minutes. Moi, j'ai besoin d'un coup de poing. Une petite affaire. Ouais, une faille. La manière dont Fury s'est relevé, parce qu'il ne méritait pas de perdre par knock-out dans ce combat-là, il s'est relevé comme quoi, The Undertaker. Ah, ça n'a pas d'allure. Il s'est relevé, puis l'arbitre a été bon. L'arbitre a été oui, bon. moi j'aurais arrêté ça tout de suite. J'aurais fait, Puis c'est fini. personne n'aurait blâmé. Ouais. Personne n'aurait blâmé, mais j'ai des doutes que que Fury peut refaire aussi bien. J'ai des doutes. Surtout que ses dernières performances étaient Non, c'est ça, c'était pas facile. plus ou moins impressionnantes. Sa coupure à son dernier combat. Wilder est sur une belle lancée. J'ai des doutes. J'espère. Mon cœur est vraiment avec Fury parce que c'est le meilleur boxeur des deux. Mais l'athlète de Wilder comme athlète est vraiment impressionnant. Ah, c'est une machine. C'est une machine. Impressionnant. C'est pas parfaitement, techniquement parfait. Non. Mais ça aussi, ça revient souvent, il n'est pas techniquement parfait, mais comme, je veux dire, il faut rentrer les coups, puis lui, il rentre, puis c'est fini après. Tu sais, son encadre contre Ortiz, c'était impressionnant. Là. Comme, ben voyons donc. Il est en train de manger à voler de sa vie, puis d'un coup, c'est fini. Plus de lumière. One shot. Ouais. One shot, puis je sais pas si tu as vu les replays du coup de poing. Tu te demandes même comment ça se fait que le cerveau n'est pas cassé en arrière de ce coup de poing. Ah non, tu sais, la sueur qui fait psss de même. C'est incroyable. Je sais pas. Ok, fait que toi, j'ai peur pour Fury un peu ce combat. Ouais, je pense que je voulais ton côté aussi. Ouais, malheureusement. Eh ben merci Stéphane, c'était vraiment intéressant. Ouais. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir raconté toutes tes anecdotes. C'est toujours passionnant pour moi. Moi, j'ai l'impression de compter les mêmes affaires tout le temps. Là. Ah ouais? Moi, je ne connais pas toutes tes anecdotes. C'est ça. Puis les gens non plus. Fait que c'est un plaisir. Moi aussi, pareillement. Merci Stéphane.